En fait, c'est son métier de faire la photo, mais c'est pas son métier de l'aider. Si je me trompe pas, le photographe s'est suicidé. Je pense que tu as du mal à retranscrire l'émotion que tu vis quand tu prends la photo sur juste la photo en tant que telle. Ton article, il va tourner ton article. Ouais. Alors ta photo que tu as postée sur Insta, entre guillemets, au bout de 48 heures, elle est oubliée. Et être photographe, c'est être entrepreneur. Et être entrepreneur, ça va être une petite casquette. Oui. Et donc, ça fait partie des casquettes pour moi, d'être visible. Si t'as peur de quelque chose, fais-le. L'échec fait partie intégrante de la réussite. Une fille avec un cheval. Pardon. Ok, fais ce que tu veux. Je pense que 100% de mes vidéos, de mes réels, vidéos à l'iPhone. Ça se voit. Ben ça se voit, mais en tout cas... Deuxième nuque. Non, c'est ça. À l'époque, les gens comprenaient pas qu'il fallait mettre de l'argent dans de la photo ou de la vidéo, donc personne dédiait du budget à ça. Et comment je peux moi me différencier par rapport à ce que les autres font. Et du coup, c'est ça qui va faire que tu vas trouver un petit peu ta patte, d'être vraiment pertinent dans un domaine. La retouche, que ce soit en post-prod, en vidéo ou retouche en photo, c'est 50% du travail. Est-ce que vous pensez que le marché de la photo et de la vidéo il est bouché ? C'est la merde. Est-ce qu'on va commencer ce podcast sans que tu rigoles ? C'est très compliqué avec vous. Non, mais c'est impossible. Mais c'est pas avec nous, c'est lui. Les 4 derniers, déjà, ils faisaient que rigoler. Donc, C'est dur d'introduire, mais une fois qu'on est lancé, c'est bon. Hein. Ouais. Bon, alors. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, c'était quoi le thème ? Photo et vidéo. Photo et vidéo. Pour les photographes et les vidéastes. Donc là, t'as beaucoup de choses à dire, du coup. J'ai pas grand chose à dire. Non, dit-il, l'influenceur iPhone food. Oh, d'entrée, bam, ça fait 1 minute que ça a commencé, c'est pris une gifle derrière la gueule. Ok, bon bah, parfait. Dit-il, les mecs qui est plus du tout sur Insta et qui a aucune photo. Il a raison. Attends, si, il a partagé là. Ah oui, en story. Ouais. Maintenant, il a compris qu'il fallait faire des brouillons de story pour pouvoir les publier. Non, mais ça me permet du coup. Non, c'est vrai, c'est ouf. Non, c'est vrai. Bah oui. Pas que je l'ai compris, c'est que en fait, j'avais jamais utilisé la technique. J'avoue que j'ai jamais utilisé. Moi, je l'ai jamais fait non plus, honnêtement. Ah ouais. C'est vrai ? Non, jamais. Qui fait des brouillons story ? Eh ben, ça permet que quand tu n'as pas trop le temps de faire tes stories, ben, tu commences à les préparer, tu les mets en brouillon et tu les publies au bon moment. Si, imaginons, j'en sais rien, tu fais ça à 1h du matin. Ouais, non, tu mais vas pas les publier à 1h du matin. Ouais, non, ça et ben, du coup, tu les mets en brouillon. Et ça permet de pas tout poster d'un coup. Ouais, c'est ça. Dans un sens. Putain, je vais faire ça maintenant. Ouais. Mes stories Parce que moi, ce qui me freinait à partager, c'était qu'il fallait qu'à chaque fois, je trouve le créneau. Eh ouais. Mais tu peux les programmer ou non ? Non. Ah, c'est dommage. Non, mais ce qui est bien, c'est bien parce que là, au moins, tu peux dire tiens, j'en poste 3 maintenant, 3 après, 3 machin. Quand tu as un peu de réseau, même si tu es encore en voyage. Tu peux poster en décalé. Oui, d'ailleurs, j'ai remarqué une chose pour le reach. Je sais pas si ça va peut-être intéresser, mais il faut attendre que tout soit fini. T'en postes une. Ouais. Et t'attends au moins un quart d'heure avant de poster celle d'après. Ah ouais ? Que tout soit fini de quoi ? Que tes ton 24 heures soit terminé. Ah oui. Ouais. Mais T'attends des fois, le même, 24 heures pour moi, il terminé. fallait attendre encore un jour. Non, mais ça va. Ça va, toi, abuser, 2 semaines, couper Insta, ouais, supprimer l'application, ouais. faire de roulades et revenir, quoi. Ce qui paraît, ça marche. Non, mais vraiment, tu attends les 24 heures. Après, Ouais. du coup, t'en postes une avec un sondage ou un truc un peu intéressant pour que les gens restent. Et après, t'attends au moins un quart d'heure pour poster la deuxième. Et après, tu fais tous les quarts d'heure. Moi, j'ai une technique. J'attends 24 heures et après, je poste une photo de Norway. Et là, tu fais 150 000 vues. et là, ça fait de la c'est vue. bon. Non, tu sais que c'est pas une blague. Hein. Moi, ce qui me freinait pas Ah, mal mais ça, pour, c'est abusé, c'est pour bon. partager sur les réseaux, c'est qu'il fallait qu'à chaque fois, je me trouve un créneau dans lequel je prépare et je poste de suite. Et donc, dès que je me lançais, Ouais. je me suis dit, enfin, je me disais, Ouais, tu mettais tout d'un coup. il faut que je Moi, lance, pareil. il faut que je me prépare pendant 1 heure ou 2. Ouais, et tu mets tout. Et sauf que si j'ai Mathéo qui me coupe ou que je veux faire autre chose, je peux pas. Alors que là, les brouillons, je peux faire pendant un quart d'heure, je peux travailler dessus, puis j'arrête, je reprends, et je poste au bon C'est une moment. bonne idée, c'est vrai que j'avais pas capté. Donc, C'est ouais, pas j'ai mal. découvert les brouillons de Story Insta. Mais sinon, De quoi ? c'est quoi le sujet ? Sinon, c'était Non, mais sinon, le sujet, c'était. la Fallait que, du coup, photo et la vidéo. Mais du coup, explique-nous, du coup, comment t'as commencé, toi, la. Comment j'ai la commencé ? photo, la vidéo. Moi, j'ai commencé, C'était Insta j'avais... ou- Non, mais déjà, j'ai commencé avec un appareil avant les réseaux. Parce que au final, les réseaux, c'est... C'est vrai que t'es vieux, toi, non ? Moi, c'est 2012 Insta. Ça n'existait pas, Insta. Moi, j'avais commencé Insta en 2012. Donc, tu Ouais, avais moi, quel âge ? 2014, je crois. Je sais pas, fait le calcul, c'est trop Ouais, complexe. En même temps, c'était à 12 ans. Voilà, c'est ça. Donc, t'avais 22 ? 22, ouais. Ouais, 22, parce que j'allais aux États-Unis pour la 3e fois, mais ouais, c'est ça. Ouais. Je partais avec mon pote Christian, je me rappelle, avec mon pote Christian Vananja.
et on partait ensemble en Californie. Et dans l'avion, mon premier poste, c'est... je crois que c'était American Airlines, l'avion. Et tu sais, t'as la petite télécommande pourrie de l'avion avec l'écran qui était grand comme ça. Mon premier poste, c'est ça. C'est la télécommande avec l'avion... l'épaule de Norway. Avec l'écran de l'avion. Mon premier poste Insta. Génial. Non, mais la photo, du coup, je pense qu'il y avait 5 likes. Quoi. Moi, j'avais commencé à 16 ans, j'avais acheté mon premier boîtier, mon petit hybride là. Et ensuite, vu que je faisais plein de choses, déjà, je bougeais en week-end, je faisais plein de choses, du coup, j'immortalisais tout. Ouais. Et de là, du coup, j'ai commencé à voyager après l'âge adulte et à tout photographier en termes de paysage. De là, j'ai mes premières prestas. Et de là, le blog voyage. C'était quoi ta première presta ? Ma première presta, c'était des shootings photos. Tu sais ce que j'avais fait ? J'avais un compte Facebook. J'ajoutais plein de gens sur Marseille. Ah ouais. Et j'ai démarché pour les shooter. Okay. Au début, gratuit. Donc portrait, du coup, un portrait des personnages. Ouais, des shootings photos. Ça, je savais pas, ça, je me rappelle pas. Mais plutôt mode, etc. Ou juste pour le perso, en mode. Pour je suis avec ma famille et j'ai envie de faire des photos dans Marseille. Non, c'était soit des personnes seules, soit des personnes. J'ai fait un peu des photos d'une fille avec un cheval. Ok. Pardon. Ok, tu fais ce que tu veux. Chacun son délire. C'est aussi un type de photo. Non, ou alors des mecs seuls ou des filles seules, mais plus des filles seules, c'était plus simple. Ah, du coup, mode genre ça. Ouais, shooting, mode shooting. Et j'ai appris comme ça, j'avais mon petit 35 mm. Et tu faisais payer cher ? Non. Au début, j'ai fait du gratuit. Ok. Ça, on va y revenir. On y revient juste après. Mais au début, j'ai fait du gratuit, et après, je prenais, je sais pas, 50, 100 euros pour rendre photo illimitée, quoi. Ah, illimité ? Ouais, je sais pas, genre 100 photos. 150 photos en fait, 50 euros ? Ah bah putain, le ratio est bon. Ah bah c'est bon, c'est grave ça. Les comptes sont bons. 50, 50, 50. Non, mais ça m'a permis de faire sur le coup, me faire la main. Mais en plus, j'étais en mode auto. 35 mm. Ah, en mode auto. Ouais. Heureusement, j'avais un 35 mm fixe, histoire de. Et je faisais ça à chaque fois en pleine journée. Oui, donc tu vois, chaque fois, j'avais une belle profondeur de champ et tout. Donc mes photos étaient pas trop dégueu. Mais bon, je passais un temps de fou sur la Par rapport à maintenant, c'est fait. C'est pareil, un peu mieux. T'as un peu progressé ou Non, mais du coup, j'ai commencé comme ça. un avant-après sur le... Mais tu sais quoi ? J'avais ajouté tellement tout le monde sur Facebook, j'étais bloqué, 5000 amis. Et je m'appelais Agence Domas. Et ça existe toujours. Montre-moi, il faudra que tu me montres. Bon carnet d'adresse. Agence Domas. Bon, si vous et j'avais démarché le maximum de personnes. D'accord. Ouais, contactez-moi, Agence Domas. Non, c'est comme ça. Et après, après j'ai laissé tomber. Dans tous les cas, ça me plaisait pas. Et c'est de là où je commençais à voyager beaucoup, à axer mes photos que sur le voyage, quoi. Et donc, tu as commencé à poster sur les réseaux, du coup, à ce moment-là ? Ouais, ça me suffit là. Et de là, j'ai ouvert mon blog voyage, qui fait que toutes les prestats ont été uniquement axés par rapport au blog. Ok. Ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Toi, t'as commencé comment, toi ? Moi, c'est Insta qui m'a mis un peu à la photo, parce que du coup... Ils t'ont appelé ? C'est ça, exactement. Marc qui t'a appelé après. Je t'ai pas dit ? Non. Je suis ambassadeur Instagram. Ah ouais ? Bah oui. Instagram, c'est moi. Instagram, non, c'est moi. Certifié, du coup. Certifié, du coup, évidemment. Comme toi, non ? Il a arrêté. Attends, arrêtez. Ça coûtait trop cher. Ça sert à rien. C'est vrai. Pas que ça sert à rien. Ça me servait à rien. Ouais, mais enfin, t'arrêtes des réseaux, forcément, ça sert à rien. Voilà, c'est pour ça. Bon, bref. Donc oui, non, c'est quand j'ai commencé Instagram, je pense que c'était en 2014. Je crois que j'ai pas commencé tout de suite sur Insta. Ok. Ouais, ça date quand même déjà 2014 aussi. Hein. Ah oui, ça fait 10 ans. C'est ça. Mais en fait, de base, je faisais pas mal de photos paysages parce que j'adorais ça. Et en fait, pour moi, la photo, c'est vraiment l'instant. Ouais. C'est-à-dire que j'essaie vraiment de... À chaque fois que je prenais une photo, même au début d'Instagram, c'est parce que ça me rappelait un souvenir. C'est-à-dire que je voulais me rappeler de ce moment-là. Donc du coup, j'immortalisais l'instant. Et tu l'as posté. Et je l'ai posté parce que moi, ça me permettait aussi de me rappeler de mes propres souvenirs. Tu vois. Donc c'est Instagram qui t'a lancé un peu dans la photo. Ouais. Et comme quoi, et en plus au début, c'était... moi, j'ai fait longtemps avec le téléphone, je me chambre sur ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, du coup, j'ai commencé Insta pendant longtemps où j'avais absolument que mon iPhone, quoi. Et j'avais dû commencer avec l'iPhone peut-être 4, tu vois, à l'époque. Okay. Mais il y a beaucoup de gens qui ont... En fait, Insta a démocratisé ça, la photo, le fait de partager librement, même Facebook en soi aussi. Hein. Les réseaux sociaux ont permis aux gens de partager leurs clichés et après vouloir faire de plus beaux clichés pour avoir peut-être... Oui, parce que moi, en fait, au fur et à mesure, du coup, je me suis pris au jeu d'immortaliser de plus en plus, du coup, les instants que je vivais, que ce soit avec mes amis ou autres. Mais vu que j'étais vraiment... Enfin, ce que moi j'aimais, c'était vraiment le paysage. C'était plus, du coup,
le paysage de sunset ou l'endroit où j'étais qui me rappelait le moment que j'avais vécu, soit avec mes amis, soit seul, soit voilà, c'était plutôt ça qui était intéressant. Et c'est vrai que même maintenant, je fais encore des photos avec mon téléphone, l'iPhone 14, et je trouve que c'est abusé parce que c'est vrai qu'Apple, ils ont fait en sorte que l'iPhone fasse des photos quand même incroyables, même s'il y en a qui sont team Samsung ou autre, effectivement, c'est des belles photos, mais moi je trouve que l'iPhone très très belle photo. Et honnêtement, on a beau dire ce qu'on veut, mais moi je pense que 100% de mes vidéos, de mes réels, c'est des vidéos, soit au drone, s'il y a du drone, mais sinon c'est vidéos à l'iPhone. Ça se voit. Ben, ça se voit, mais en tout cas, c'est possible. Deuxième nuque. Non, c'est ça. C'est possible quand même, du coup, de commercialiser des choses. C'est pour ça que je veux dire, ça, aussi pour tout le monde qui nous écoute, faut pas non plus avoir forcément un Sony Alpha 7 4 pour pouvoir vendre des photos ou des vidéos. Mais déjà, il faut quoi ça. Hein. Et comme quoi, avec l'iPhone, en fait, pour moi, on pourra en reparler peut-être plus tard, mais je pense que c'est pas forcément que l'appareil photo ou autre qui influe sur ton rendu, c'est surtout en fait ton œil, la position du cadrage, etc. Donc la façon dont tu as de prendre la photo ou la vidéo que tu fais. Et surtout, pour moi, c'est la retouche. C'est ça qui va vraiment impacter de ouf sur ton rendu. Mais bon, je pense qu'on en reparlera. Pour nous, c'est 50-50 à chaque fois. Ouais, bien sûr. Aussi, je crois. Moitié, c'est très important, c'est ce que tu racontes. Ouais, c'est ça. Aussi dans l'image, parce que tu peux faire Tu vois, par exemple, moi, des photos de paysage, aujourd'hui, ça me passionne un peu moins, parce que je raconte moins quelque chose. Tu vois, je veux dire, j'ai moins d'émotion dans une super photo de paysage. Peut-être, tu vas avoir un coucher de soleil incroyable, une aurore boréale, j'en sais rien. Mais ça raconte moins quelque chose qu'un portrait, qu'un animal ou quoi. Genre, il y a peut-être plus... c'est juste le scénario autour qui est différent. Moi aussi, je me suis lassé des photos de paysages simples. Et depuis que j'ai Mathéo, donc depuis 4 ans... T'incarnes. De quoi ? Tu l'incarnes. En fait, t'incarnes ta photo avec lui, quoi. Sans le vouloir, parce que c'est lui qui court de partout. En fait, tu humanises ta photo. Ouais, c'est ça. Et ça change tout. Que ce soit un animal, un humain, peu importe. Tu vois, juste un petit oiseau qui vole. En fait, tu humanises d'un coup... Enfin, humanise pas avec un animal, mais... ta photo, et ça change tout, en fait. Tu racontes une histoire. Oui, bah après, on n'est pas obligé non plus. Enfin, je pense que... Non, on n'est pas obligé. Dans le sens où, si par la photo de paysage, tu arrives à communiquer autre chose derrière aussi, que ce soit des valeurs ou des idées que tu peux avoir, je pense que la photo simple de paysage, elle peut être aussi impactante qu'une photo d'un animal ou d'une personne. Alors oui, forcément, du coup, on s'apparente plus à ça, parce que quand tu vois un animal, ça donne... En fait, ça touche à l'émotion. C'est vrai que tu as raison sur ce que tu dis. C'est plus d'émotion, peut-être. Voilà, le paysage, il va te rendre moins d'émotion si tu l'as pas vécu. Peut-être, ouais. En le voyant simplement, ça peut être beau, mais tu vivras moins l'émotion que toi tu as vécu en l'apprenant. Tu vois ce que je veux dire ou non ? Donc c'est vrai que c'est plus compliqué, je pense, à transmettre d'émotions que tu as vécues toi-même. Par exemple, l'aurore boréale, c'est une des choses que je veux photographier, mais on en parle plus tard aussi. Mais je pense que tu as du mal à retranscrire l'émotion que tu vis quand tu prends la photo sur juste la photo en tant que telle. Tu vois, ça va être beau, ça va être joli. Mais je pense que de le vivre et d'être là émerveillé à la regarder, je pense que tu vas revivre l'émotion juste en voyant une image, en fait. Mais déjà, en mettant un sujet, ça permet quand même d'humaniser le ressenti. Et après, je pense que c'est la vidéo qui permet de transmettre beaucoup plus ces émotions. En fait, c'est des émotions qui sont complètement différentes. Je pense que c'est incomparable, et c'est dur de dire est-ce que l'un propose plus d'émotions que l'autre, parce que un puriste photographe te dira non, moi j'aime pas la vidéo, tu vois. Il y a peut-être un puriste vidéo te dira l'inverse. Mais dans la vidéo, moi je préfère, je pense qu'il y a plus d'émotion dans la vidéo de par la musique, de par les mouvements, de par l'enchaînement des images. Mais tu as des images photos qui sont extrêmement fortes, des images de guerre, des choses comme ça, où tu sais que c'est des moments uniques, où il y a une seule personne qui a pu capturer ce moment, parce que c'est pas comme aujourd'hui avec tout le monde avec des téléphones, où tu dis c'est une image qui a peut-être changé le monde, tu vois. T'as cette image, moi que j'en parle souvent, mais d'un petit Éthiopien qui est en boule comme ça, avec derrière un vautour. Cette image, elle est super connue, et en fait, elle fait peur, cette image, à la fois. Elle est ultra impactante, et si je ne me trompe pas dans l'histoire, le photographe qui a pris la photo, il s'est pris pas mal de messages après en disant mais pourquoi vous n'avez pas sauvé ce petit enfant ? En fait, les gens n'étaient pas sur place pour réaliser qu'en fait, il n'y avait pas que lui qui était dans cette situation où en gros, il allait mourir de faim. C'est qu'il y avait tout le village qui allait mourir de faim, et qu'il n'avait pas la capacité de sauver ce petit. Et en fait, si je ne me trompe pas, le photographe s'est suicidé. Parce qu'en fait, il a vécu un truc où il était totalement impuissant.
Et en fait, en voyant un truc comme ça, t'as tous les gens qui te tombent dessus sans rien comprendre, en te jugeant, en disant mais pourquoi tu l'as pas aidé, et t'es là et tu fais cette photo. En fait, c'est son métier de faire la photo, mais c'est pas son métier de l'aider. C'est horrible, tu vois. Et c'est ça que pour ça que les reporters de guerre et tout, ils vivent des trucs, mais ils sont pas là pour aider les gens, ils sont là pour te montrer ce qui se passe, pour que d'autres essayent de les aider en fait. C'est deux métiers différents, tu vois. Et c'est pour ça que c'est complexe. Et donc tu peux avoir des photos qui sont avec une émotion de dingue, mais la vidéo, on va dire que la vidéo, c'est plus simple de partager une émotion. Les belles photos, moi de toute façon je fais que de la photo, donc je suis un puriste de photo, mais pour moi par exemple la photo de l'enfant avec le vautour, si tu as un plan vidéo de ça, elle peut être encore plus impactante quand même. La même situation, le même contexte. Je sais pas. Le regard parce que là, de on a vu l'enfant. que la photo, mais si le mec il faisait la vidéo, juste même un plan qui s'avance, oui, c'est vrai. Un plan trollé. Mais je pense que l'émotion se fera plus ressentir sur la vidéo dans tous les cas. Tu rajoutes la musique. Après, il y a le côté moment figé où tu t'imagines les choses. Tu vois, dans la photo, il y a aussi le côté. La vidéo, tu peux pas t'imaginer puisque tu vois toute la scène entière. Alors que la photo, c'est figé. Et toi, tu dis, ok, est-ce que le petit va mourir? Est-ce que le vautour va le manger? Est-ce que le vautour va s'envoler? Est-ce que le gars va le sauver? Et en fait, tu t'imagines tout ce qui peut peut-être se passer. Scénario, alors que la vidéo, en fait, tu aurais un seul scénario et tu connais la fin et la suite de l'histoire. C'est vrai. Pas mal. Tu vois? Mais par contre, c'est beaucoup plus facile du coup de faire ressentir l'émotion à travers une vidéo. Je pense clairement. La musique, on le sait. La musique, c'est facile. Tu mets une musique de rap et une musique classique un peu émotive. D'un coup, même tu as fait les plus belles images du monde, ta vidéo n'a plus rien à voir, par exemple. Tu vois, même s'il n'y a rien contre une musique de rap. Mais une musique de rap va être top pour un concept. Tu vois, par exemple, on le sait, la musique est ultra impactante. Une musique classique sur du BMX, bon. Moi, ce qui est assez fou, c'est que tu vois, c'est que mes potes avaient du mal à comprendre ça, c'est que j'écoute que des musiques douces en vélo. Ah ouais? Ouais, genre très peu, genre rock'n'roll et tout, alors que tout le monde va plutôt écouter du rock'n'roll. Moi, je suis plutôt, comme je suis plus genre sur de l'équilibre, des trucs un peu techniques et moins aériens, et je suis plus concentré avec quelque chose qui me repose. Ah, tu vois? Ouais. Quand tu rides, tu écoutes du classique. Genre Interstellar, je peux écouter Interstellar en faisant du vélo. Par contre, si tu veux retranscrire ce que tu fais en vélo et que tu mets la musique d'Interstellar, il y aura moins de percussions. Mais pour moi, à titre personnel, dans ma concentration, je préfère ça. Tu vois, quand je fais du sport, par exemple, quand je fais mes arbres droits et tout, beaucoup de musique un peu yoga où je suis reposé, ou quand je suis posé sur mes mains, je pense à autre chose, je suis concentré et ça me fait un peu planer. Au lieu du truc boum, 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 où je vais essayer, ok, vas-y, tiens. Non, parce que je veux pas tenir sur ma force, je veux tenir sur ma concentration, tu vois. Pour autant, moi qui cours depuis pas longtemps, j'écoute des musiques douces en courant. Ah bon? Ouais, je suis en train de cours à 3 à l'heure alors du coup. Non, ça me fait, je sais pas, ça te fait aller, ça te fait voler un peu, genre, c'est vrai. Et durer peut-être dans le temps. En fait, c'est-à-dire que ça va plus me motiver des musiques qui vont envoyer, mais je vais moins durer. Parce que du coup, je vais plus m'envoyer trop fort. Parce que moi, pour aller courir, faire du crossfit, les gars, moi, il faut que je mette de la hard-tech, c'est en mode. Ouais, mais par exemple, un marathon. J'ai mis musique de bourrin pendant 4h45. Du coup, t'as pas tenu. Bah ouais, mais si, justement. C'est grâce à ça que j'ai terminé, frère. Parce que je te jure que sinon, si je mettais une musique douce, je me suis rassis au bord de l'eau comme ça, en train de regarder les gens me dire qu'est-ce que je fous ici, tu vois. Alors que là, d'avoir une musique à fond, quand je vais commencer à marcher, t'inquiète pas que ça m'a maintenu jusqu'à la fin. Moi, ça me fatigue, tu vois, la musique trop forte. Ah ouais? Genre, ça va me déconcentrer à moi. Ça peut me motiver, des fois, j'en mets aussi en sport. Je sais pas que de doux. Mais si la musique, elle est trop forte, c'est comme le truc quand t'es en voiture, que tu sais pas où aller, que tu baisses la musique. Pourquoi tu baisses la musique? Parce qu'en fait, la musique, elle te déconcentre. Attends, vas-y, baisse la musique. Où est-ce qu'on va? Il est où le GPS? Et tout le monde fait ça, en fait. Là, c'est un peu le même principe, tu vois. Genre, mettre quelque chose de calme pour te concentrer, faire ce que tu es en train de faire. C'est un bon exemple, en fait. C'est vrai, je sais pas pourquoi on parle de tout ça. Quand même, par rapport à la vidéo, que l'importance de la musique. Plus d'émotion, en fait, avec la musique, etc. et tout ce que tu peux mettre en parallèle que de la photo simple. Mais donc voilà, juste pour revenir du coup à pourquoi on s'est lancé du coup dans la photo et la vidéo. Parce que mais toi, du coup, c'est étonnant parce que toi, tu t'es lancé dans la photo par rapport au fait que tu partages. Ouais. Moi, c'était parce que j'avais envie d'immortaliser tout ce que je faisais. Ouais. Et d'ailleurs, quand j'ai ouvert mon blog, avant d'ouvrir mon blog, j'immortalisais déjà tout ce que je faisais. Ouais. Et j'avais donc des banques d'images, que ce soit des banques d'images sur Marseille, sur tous mes week-ends. Et je savais pas quoi en faire. Et même, je m'étais posé la question, je me dis, comment je peux monétiser ça? Et en ouvrant le blog voyage, après, je me dis, ok, je peux faire des articles avec mes photos. Ouais, trop bien. Ouais. Mais les gens ne se rendent pas compte que tout peut être monétisé. T'es un des premiers blogs voyage, non, on avait parlé, mais... Un des premiers, numéro 1, ça fait longtemps, ça fait 8 ans.
qu'on a ouvert le blog. Donc on va dire que parmi les gros blogueurs, enfin les anciens, je fais partie des anciens. Voilà, c'est ça. Je suis pas le plus ancien, mais je fais partie des plus anciens. Okay. Je suis pas le plus gros non plus, bien sûr, ouais. mais on est pas mal. Ok. Donc tu restes Insta, mais tu continues le blog ou non? Le blog, oui. Le blog, par contre, ça on continue. Alors, non, c'est pas argent, c'est que quand par exemple tu vas. Non, mais c'est quand par exemple tu vas passer du temps à rédiger un article, donc c'est Julie qui rédige, c'est pas moi. Et bien après, une fois que t'as planté ta graine, ton article, il va tourner ton article. Ouais. Alors ta photo que tu as postée sur Insta, entre guillemets, au bout de 48 heures, elle est oubliée. Même si ça te fait ta galerie. Ouais, mais même, personne va après. Tu vois, donc moi je suis moins dans ce concept de partager des photos avec des petites descriptions ou sur Instant T, là je m'en fiche. Alors que des articles, déjà tu vas renseigner vraiment, tu vas donner de la valeur. C'est une vraie valeur. Enfin, dans mon créneau, tu vas donner la valeur de l'article, par exemple les 2 semaines je sais pas, au Sri Lanka, tu vas donner toute la valeur possible et ensuite il va tourner ton article. Tu vois. Il faut que je crée mon blog. Moi aussi je vais créer mon blog. On va diversifier sur nos revenus. C'est pas la même chose parce que tu peux aussi pas gagner sur Instant T en postant sur Insta, mais en même temps tu fais ton personal branding. Et donc après tu vas pouvoir vendre de la création de contenu, d'influence. C'est pas le même travail. Puis ça reste un blog, ça vit tout le temps, il y a de la recherche, il y a... Et le blog, cool, c'est pas du physique, mais c'est appuyé, tu dépends pas d'un réseau social. Tu peux récolter des mails, tu peux vendre d'autres prestats, tu peux faire des liens d'affiliation en permanence, t'es pas obligé de les reposter par-ci, par-là. Ouais, c'est un autre délire. Mais après, c'est du taf de ouf. C'est du taf de ouf. Ouais, c'est un taf de ouf. Ça prend combien de temps par semaine pour faire un blog? Disons qu'il faut des articles, enfin, ou alors en parlant en article du coup pour créer un article un peu impactant par exemple une thématique. Elle est très forte Julie en SEO, mais quand elle va faire un bel article qui va par exemple tourner je sais pas combien passer de temps dessus, 2 semaines, 3 semaines grand max. En fait tout dépend parce que du coup elle fait d'autres activités aussi à côté, elle fait pas ça à temps plein. Oui, c'est pas 3 semaines pleines quoi. Non, mais imaginons elle va passer 1 semaine pleine et après l'article il tourne, ça y est. Donc ça dépend des voyages, ça dépend de tout ce qu'il y a. Et puis il faut faire les photos, retouche photos, ça c'est ma partie. Elle va rédiger l'article et ensuite après t'as tout le SEO, mais t'as tout même la partie en amont, le SEO général. Puis la création du site, c'est tout un travail en amont, mais il faut être formé au SEO, sinon ça sert à rien. Sinon tu écris pour toi-même. Oui, ou alors tu partages en story, t'as quelques clics, mais pour qu'ils tournent vraiment, le but c'est qu'ils soient trouvés sur Google, quoi, tes articles. Toi, t'as commencé comment, toi, la photo? Un peu, enfin, je pense qu'on a tous le même truc au départ, c'est vouloir immortaliser des moments, tu vois. Et est-ce qu'ils étaient pour partager, toi, tes moments, ou d'abord pour te les garder pour toi? Non, parce que quand j'ai commencé, il n'y avait rien pour les partager. Pareil. Donc il y a maintenant 20 ans, c'était à l'âge de à 15 ans quand j'ai commencé vraiment le VTT avec 3 potes d'enfance avec qui j'étais à l'école, on faisait du VTT ensemble. Et on avait vu des premières vidéos des mecs qui sautaient des falaises et tout, on dit putain un jour on va faire ça. Alors nous on sautait pas des falaises mais des petits cailloux. Et de là en fait mon père à 50 ans, pour ses 50 ans lui a offert un caméscope. Et je me suis dit trop bien, je vais lui piquer et on va se filmer, tu vois. Et alors ça, on l'avait expliqué dans un autre podcast, tout notre parcours à chacun. Donc j'invite les gens à aller regarder tout le parcours avec tout ce qu'on a fait, les écoles, machin et tout. Mais on va essayer de récapituler un petit peu cette partie-là. Donc avec ce caméscope, je vais le remontrer. Il est là. Et en gros, voilà, ça c'est vraiment caméscope de merde. L'autofocus là. Je sais même pas s'il y a un autofocus, mais on va en parler d'autofocus, tu vois, c'est marrant. Donc ça c'est vraiment un caméscope à cassette. Canon, machin, et devant, tu vois, j'ai un petit filetage. T'étais Canon déjà à l'époque? T'étais déjà Canon. T'as toujours été Canon? J'ai eu une caméra, après ça, j'ai eu un caméscope Sony. Ah bon, ça va pas leur plaire. Ouais. Et après, j'ai eu le 5D Mark II, c'était donc le premier réflexe qui est sorti, et après, je suis resté chez Canon, tous les réflexes. C'est tous ceux qui faisaient des clips vidéo, ils avaient ça. Ouais. Mais donc, ça, c'était la grosse évolution, 5D Mark II, tu vois. Mais moi, au début, j'ai eu ça. Là, tu vois, il y a un filetage parce qu'en fait, dessus, je mettais un genre de fisheye, donc ultra grand angle pour filmer du sport extrême. Il y avait les bords noirs et tout, dégueulasse. Et même, non, sur mon fisheye, il y avait pas les bords noirs. Et en fait, sur toutes les vidéos de skate, il y avait ce bord noir dégueulasse. Et je voulais le même effet, donc j'avais mis du scotch autour, dans les angles, pour faire les bords noirs. Comme le scotch de là. Ouais. Et franchement, c'était... Tu vois, c'est ça qui était génial. Et donc, j'ai commencé à filmer... avec ça. C'est donc toi l'inventeur des bandes noires. Voilà. Les scotch. Non, mais c'est pas des bandes noires, c'est les bords, les angles. Les angles noirs. En fait, c'est comme si tu avais un cercle noir
autour. Ok. Ah, mais je les ai vus tes vidéos. Tu vois ouais. Et donc, c'est pas des bandes, c'est vraiment le cercle noir. En fait, c'est un genre de fisheye tellement grand que t'as des bords noirs. Tu vois et moi, il était pas assez grand, donc j'avais fait ces faux bords noirs. En fait, je croppais dans mon image et tout. C'était dégueu, mais c'était trop marrant. Là, tu filmais donc t'as une cassette dedans, là, elle est encore. Et en fait, je savais même pas comment faire des montages vidéo, donc j'avais un dictaphone à côté sur lequel j'enregistrais des musiques. Et j'enregistrais des musiques de vidéos de VTT déjà, où il y avait déjà des bruitages de mecs avec des dérapages et tout. Et donc j'avais, je sais pas, 20 minutes de musique sur mon dictaphone. Et je mettais play en même temps sur la caméra, play sur le dictaphone. Et comme ça enregistrait le son, ça enregistrait le son du dictaphone. Donc j'avais de la musique sur ma vidéo. Et il fallait que je mette stop en même temps. Mais des fois, je mettais stop après. Donc il fallait que je fasse marche arrière. Et des fois, dans ma vidéo, j'avais un bruit qui faisait le marche arrière de la musique. Et c'était incroyable, tu vois. Et voilà, mais c'est les meilleures vidéos du monde. Donc j'ai commencé par ça. Après, je me dis, j'ai un caméscope Sony juste après. Puis après, 5D Mark II, 5D Mark III, 7D. J'ai eu. Après, j'ai eu le 1DC. Le 1DC, c'était le premier boîtier qui filmait en Full HD 60 images secondes. Il coûtait 10 000 euros. Premier boîtier. Et là, et tu l'as acheté où tu l'avais acheté comment parce que tu réalisais des prestats je faisais, voilà, on va reprendre, mais voilà, j'avais pas mal de prestats qui permettaient d'économiser et tout. Donc le 1DC, en gros, il ressemble à celui-là. Là, c'est le 1DX Mark II, mais ça ressemblait vraiment à ça. Et après, il y a eu le 1DX Mark II qui permettait de faire de la 4K 60, si je ne me trompe pas, et de la Full HD 120, en gros. Et celui-là, je l'ai fait tirer des années jusqu'à changer, là, il y a 2 ans, en rentrant après chez Canon, en ayant les hybrides. Ouais, le R3. Voilà. Donc le R3, maintenant le R5 aussi. Et ça, voilà, ça c'est un truc, lui, il a vécu. Mais avec ça, tu plantes des clous. Hein. Pèse-le, regarde. Oui, je sais. Il n'y a pas la batterie. Il n'y a pas la batterie. Elle a l'air énorme, la batterie. Mais tu vois, celui-là, je pourrais le vendre parce qu'il marche de folie encore. Hein. Mais je veux pas le vendre parce que c'est un... De toute façon, tu vas gagner quoi? Ah, tu peux vendre peut-être, je sais pas, peut-être 2000 euros, 1000, 2000 euros. Ça, en Ça, photo, c'est incroyable ça. La double prise, moi j'adore. Pour un vidéaste, c'est démodé. Pour un photographe, c'est incroyable. Ça, c'est ultra tropicalisé, ça craint rien. Celui-là, je l'ai mis sous l'eau, je l'ai fait tomber dans l'eau en Islande avec un 1635. Il a roulé dans la mer en Islande avec le sable. Je l'ai pris, je l'ai lavé sous le robinet, le boîtier. Il a encore envie. Il a encore envie, il a rien. Genre, ça en photo, c'est indestructible, c'est une folie absolue. Donc, je le garde parce qu'on sait jamais, ça peut servir pour quelque chose, tu vois. Mais donc voilà, donc j'ai commencé par le vélo, filmer des projets de vélo, plein de petits projets et tout. Où tu étais rémunéré ? Non. Ok. Pas du tout. Je pense qu'on va revenir sur cette partie un peu rémunération et tout. Ouais. Mais au début, voilà, non, c'était juste des projets perso, filmés avec mes potes. Là, ça, on faisait pas pour le partager, tu vois. On avait juste une petite vidéo après sur l'ordinateur. On montrait à notre famille, on était contents. Il y avait rien, il y avait pas de site internet pour partager, tu vois. Et après, au fur et à mesure, j'ai fait rapidement du BMX. J'ai évolué dans le matériel, j'ai commencé à faire des petites vidéos de BMX et tout. Après, un de mes meilleurs amis, donc Ben, me contacte pour me dire voilà, j'aimerais faire des vidéos de soirée et tout. Il faisait des soirées sur Marseille. Il y a pratiquement personne qui faisait des vidéos de soirée à ce moment-là. Mais peu de monde faisait de la vidéo, il n'y avait pas beaucoup de matériel et tout. Et il me dit, ça te dit de filmer mes vidéos de soirée. Il m'avait vu faire une vidéo d'un mec en scooter dans le bol. Et en gros, c'est un mec avec un vrai scooter, quoi, tu vois, et qui sautait dans le bol et tout. Et la vidéo, à l'époque, elle avait buzzé sur Vimeo. Je sais pas si elle avait pas fait 600 000 vues, un truc comme ça sur Vimeo. C'était un vrai buzz de ouf. Tu vois, même aujourd'hui, 600 000 vues, c'est énorme, tu vois. Et donc, il m'a dit, oh, putain, j'ai vu ça, je voudrais que tu filmes mes soirées. Je dis, si tu veux, mais moi, je filme juste des mecs en vélo et en scooter, quoi, tu vois. Donc, vas-y, on filme les soirées. Et là, ça m'a plu. Je filme même des soirées avec du fisheye, des plans serrés. En fait, tu vois, il y avait un truc, c'est qu'à l'époque, en fait, les gens, dans le sport extrême, ils filmaient qu'avec des grands angles pour pouvoir donner cet aspect où les riders montaient plus haut que ce que c'était réellement, tu vois. Et nous, on est un très petit groupe dans le monde, parce que c'était vraiment une petite niche, le BMX, où on a décidé d'utiliser des optiques, genre 50 mm, etc., parce que ça venait à peine de sortir avec le 5D Mark II, avec de la belle profondeur de champ, et faire des plans esthétiques, genre sur les mains, les yeux, les casques, le vélo et tout, et rajouter des plans comme ça. Il y a plein de gens qui se foutaient un peu de notre gueule, vraiment, parce qu'en disant, bah non, vous n'êtes pas des puristes, faites du fisheye, faites des plans qui tremblent, machin et tout. Mais en fait, aujourd'hui, tout le monde fait ça, tu vois, parce que c'est logique, c'est l'évolution. Et donc, petit à petit, on a incorporé ces plans-là, et donc moi, dans les soirées, je mixais aussi ça, le grand angle, les petits plans serrés et tout, et donc tout compte fait, ça faisait des petites vidéos de soirée qui étaient assez sympas. J'en ai fait plein. Lui, je me rappelle, il me payait 250 balles la vidéo de soirée. Et j'ai toujours dit à Ben,
ce prix-là, ça sera toujours mon prix. Donc si demain je lui fais une vidéo, je le ferai pour 250 balles. C'est vrai ? Incroyable. Ouais. J'ai toujours dit, si un jour je te filme une vidéo, ce sera toujours ce prix-là. Ah, Et donc voilà, je faisais des vidéos pour ce prix. Aujourd'hui, quand je vois le prix que les gens font, ils réalisent pas que nous, à l'époque, ils font vraiment des prix chers aujourd'hui, les gens, tu vois. Et je trouve que c'est plus simple de vivre de sa passion aujourd'hui. À l'époque, les gens comprenaient pas qu'il fallait mettre de l'argent dans de la photo ou de la vidéo. Donc personne dédiait du budget à ça. Et quand tu prenais 250 balles, franchement, tu étais vraiment content. D'un côté, ça valait combien à l'époque, ça aussi? Non, mais je filmais pas avec ça, là. Je filmais avec un 5D Mark II. Après, avec des 50... j'avais bien 5-10 000 euros de matos à ce moment-là, tu vois. Ah oui. Tu vois, je commençais à avoir du matériel. Il fallait faire de la presta pour que ce soit rentable. Donc, je filmais toutes les soirées. Après, il m'a fait rencontrer des gens. J'ai filmé des clips de musique. J'ai commencé à faire du mariage. Voilà, enfin, plein de projets. Le but, c'était de toucher un peu à tout. Déjà, pour avoir plein de projets, parce qu'à un moment, il faut vivre, tu vois. Et c'était pas forcément des choses qui me passionnaient totalement. Genre, le mariage, au début, je me suis pas dit, waouh, super, je me languis de faire du mariage. Mais j'ai kiffé, tu vois. J'en ai fait pendant 4-5 ans. J'ai dû en faire 4 à 5 par année. Et voilà, ça faisait des... Mais moi, mes films de mariage, je les vendais entre 1000, 2000 euros, tu vois. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui vendent 1000, 2000 euros des films de mariage qui sont nuls. On vend beaucoup plus cher aujourd'hui. Avant, les gens ne voulaient pas payer, tu vois, pour de la photo ou de la vidéo. C'était super compliqué. Donc, quand les gens me demandent des tarifs pour des trucs, j'ai pas trop de notion par rapport à ce que je faisais avant. Parce que les gens, d'un coup, ils me montrent « Ouais, moi, j'ai vendu 4000 euros ma vidéo de mariage. » Putain, mais j'avais pas envie de te le dire, mais elle est nulle, ta vidéo de mariage. Mais bravo à toi, tu vois, genre top si les gens ont le budget et tout. Mais moi, avant, c'était super complexe. Donc, il fallait faire plein de projets, toucher à tout. Et donc, c'est ce que j'ai décidé de faire pour pouvoir vivre de ma passion, quoi. Et du coup, tu faisais beaucoup de vidéos. Ah, alors moi, aujourd'hui, les gens, photos, par exemple, sur les réseaux sociaux, pensent que je suis photographe. Et c'est vrai que je partage plus beaucoup de vidéos, ou alors on fait des reels vidéo, mais en fait, c'est plus trop de la vidéo. Mais moi, je suis réal avant d'être photographe, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vivre. Même dans la photo, en fait, la photo, je sais même pas si j'en ai vraiment beaucoup vendu dans ma vie. Des prestations photo. Ah, donc ça a plus vendu en prestation vidéo que photo. La photo, c'est plus une passion et je m'en sers vraiment pour les réseaux. Parce que c'est quand même plus simple de partager une photo qu'une vidéo, même si maintenant on est contraint à partager de la vidéo pour les stats, pour l'algorithme. Mais oui, la photo, ça a plutôt été une passion. Donc j'ai des photos de BMX et tout, mais j'ai jamais vendu de photos de BMX. J'ai vendu des vidéos de BMX, tu vois, ou les vidéos de soirée. J'ai jamais vendu une session de photos de soirée, par exemple. Ou jamais vendu des photos de mariage. J'ai toujours fait des vidéos de mariage ou des vidéos de soirée. Surtout parce qu'ils te connaissaient par rapport aux vidéos. Mais parce que c'était mon métier. Déjà, tu peux pas toujours faire les deux. Des fois, j'ai réussi à faire les deux sur des prestats. Mais ça dépend de quel prestat. Ouais, ça dépend. Mais le mariage, je peux pas être. Mariage, non, impossible. Mariage, c'est impossible. T'as des moments uniques, c'est impossible, tu vois. Genre immobilier, par exemple. Ouais, tu peux faire les deux. Voilà, immobilier, j'ai déjà fait les deux. Je faisais les deux. Tu peux faire les deux. Et c'est quoi qui t'a. Alors, à l'époque, du coup, mais ce qui te payait le mieux en domaine d'activité? C'est dur, peut-être un peu les soirées, parce que les soirées c'était récurrent, on va dire que peut-être il y en avait une par semaine, j'en sais rien. Les mariages, c'était d'un coup 1500 balles, donc c'était une belle presta qui t'aidait bien, tu vois, mais bon, j'en faisais 4-5 par an, c'est pas ouf. Mais c'est juste que j'ai fait beaucoup, j'ai travaillé pour plus de 500 clients au moins, tu vois, donc après il y avait plus tard j'ai eu des gros projets qu'on payait un peu plus, peut-être 5-10 000 euros et tout. Moi je me rappelle mon premier projet pour un clip de musique à 1500 euros. C'était, mais yallah, quoi. J'y pensais tous les jours de me dire, mais je vais gagner 1500 euros, tu vois. Mais vraiment, je me le remémore souvent ça quand les gens me parlent de leurs prestations, de leur prix. Je me dis, mais je me rappelle le jour où j'ai gagné mon premier client à 1500 euros. C'était une dinguerie. Et en plus, le client, au dernier moment, je me rappelle, il me gratte, il me dit, JC, on pourrait pas baisser un peu le tarif? Je dis, attends, j'ai tellement dans la tête mes 1500 balles là que tu vas pas me les enlever. C'est pas les 1500 euros d'aujourd'hui. Bah déjà 1500 euros aujourd'hui, c'est déjà très bien, mais d'avant, ça valait encore plus. Ouais, c'est clair. Bah, surtout que moi, j'avais juste mon petit appart, machin, j'avais pas de frais comme on a aujourd'hui, tu vois, par exemple. Donc, oui, pour moi, c'était génial. Et je savais que c'était 1500 balles que j'allais mettre à 100% dans mon matos aussi. Tu vois. Mais du coup, si tu avais un conseil à donner aux gens qui font de la vidéo, du coup, parce que toi, c'est plutôt vidéo, est-ce que tu dirais d'aller vraiment là où ça paye le plus, ou est-ce que le secret, c'est un petit peu finalement ce que tu as fait, de diversifier en ayant du coup un petit peu des choses récurrentes qui sont peut-être moins bien payées, mais de façon récurrente et après avec des grosses prestats 5 fois par an comme toi les mariages, ou est-ce que c'est en mode se focaliser sur un seul domaine et faire que du mariage parce que c'est ça qui paye le plus, ou faire que des petits trucs parce qu'au moins tous les jours je travaille? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Que ce soit photo ou vidéo, pour moi c'est pareil. Le fait de faire plein de choses, déjà, ça te permet de prendre en expérience, tu vois. Donc, si tu dis, OK, je prends 2 projets par an à 50 000 euros,
ok, génial, tu as gagné 100 000 euros, mais tu n'as fait que 2 projets. Donc, tu n'as pas vraiment évolué. D'accord ? Alors que si tu as fait plein de petits projets à 500 balles ou 1000 euros, tu vois, tu as plus évolué, tu as rencontré plus de personnes, tu as plus d'opportunités. Et moi aussi, il y a beaucoup de gens qui me demandent est-ce que c'est bien de se spécialiser dans un domaine ? C'est difficile à dire, chaque personne est différente, mais je vais te donner l'exemple du Covid. Genre, pendant le Covid, tous les gens qui faisaient que de l'événementiel, moi j'avais un pote qui faisait que du festival de musique, autant te dire qu'il était à la rue. Tu vois ? Alors que d'autres personnes, par exemple, comme moi, alors moi je faisais de la formation à ce moment-là, mais si je faisais pas de formation et que je faisais toutes les prestations comme je faisais avant, ben, j'aurais eu du boulot. Ok, l'événementiel, terminé. Ok, le mariage, terminé. Par contre, je faisais de l'institutionnel. Donc, les entreprises ont quand même besoin de contenu pour communiquer. La mode aussi, pareil, tu vois, les nouvelles tenues, ça sort encore. Les gens, ils achètent, tu vois. Et comme j'avais des réseaux un petit peu de partout, parce que j'ai touché un peu à tous les domaines, ok, peut-être, disons, je gagnais 10 000 balles, et ben j'en aurais gagné peut-être que 3 ou 4, parce que tout le reste, je pouvais pas. Mais je suis pas à la rue, tu vois. Après, c'est des conditions exceptionnelles, le fait de ne pas pouvoir faire quelque chose. Mais le jour du jour au lendemain, si ton client, parce que moi, mon pote, il avait un client unique. Ah oui, non. Il te plante, il avait un client de ouf, et si t'as un client unique qui te plante, t'es mort, tu vois. C'est comme avoir un très gros client, on le sait, on en parle tout le temps, pas mettre les œufs dans le même panier. C'est compliqué parfois, mais si tu peux diversifier au maximum, c'est toujours mieux, et même ton expérience va être géniale. Moi, il y a un projet que j'ai jamais pu faire parce que malheureusement j'étais pas là, mais c'était vraiment au début. On m'avait proposé je sais pas s'il l'avait déjà dit sur un podcast, on m'avait proposé de filmer l'inauguration d'un escalator. Je la connais cette histoire, donc je sais pas si t'en as parlé. Et en gros, c'est le projet le plus nul que tu peux avoir. Tu vois ce que je veux dire ? Niveau événementiel, l'inauguration d'un escalator dans un centre commercial. Qu'est-ce que tu vas faire ? Mais le défi, il est énorme. Genre, rendre beau, esthétique, intéressant une vidéo la plus nulle possible. Tu vois le concept. Tu l'avais fait, non, j'ai pas pu faire. Donc je regrette, je me dis, bon, c'est dommage. J'aurais bien voulu voir. Challenge. Ouais, qu'est-ce que j'aurais fait pour rendre cette vidéo bien, tu vois ? Mais je l'aurais accepté quand même, ce projet-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens maintenant qui, par ego ou j'en sais rien, vont dire « Ah non, c'est de la merde, je suis pas une merde, moi, je vais pas faire filmer un escalator. » Mais s'il y a une demande, c'est que tu peux le faire, tu vois. Et moi, en fait, j'acceptais tout. À un moment, j'avais expliqué que j'avais accepté parce que j'étais en difficulté par rapport à des projets d'événementiel, que j'avais plus de sous, machin et tout. J'avais accepté plein de projets, à faire des diaporamas, des machins et tout. En fait, même ça, j'étais payé 300 balles pour faire un diaporama. À ce moment-là, j'avais pas d'argent pour payer mes meubles et tout chez moi. Bah, je l'ai fait. Et grâce à ça, j'ai pu peut-être m'acheter mon canapé ou j'en sais rien. Donc, moi, je conseille aux gens de tout accepter parce qu'au niveau expérience, tu vas apprendre plein de trucs. Et après, tu peux aussi avoir un domaine de prédilection. Moi, c'était le sport extrême. Et après, un peu le voyage, maintenant l'animalier, mais ça ne m'empêche pas de savoir tout faire, tu vois. Et ça ne t'empêche pas d'avoir un truc où tu as peut-être 60% de ton contenu. Par exemple, moi, c'est l'animalier, on va dire, aujourd'hui. Et 40%, bah, c'est un peu de tout, tu vois. Parce que quand même, dans n'importe quel business, je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir un domaine de prédilection parce que c'est ça qui va être ton élément différenciant. Si tu pars du principe que du coup, on est de plus en plus de photographes et de vidéastes, que ce soit créateurs de contenu qui sont aussi un peu des photographes vidéastes et les photographes vidéastes professionnels qui vivent exclusivement que de ça, à un moment donné, il faut avoir un élément différenciant. Il faut pouvoir se dire pourquoi les gens vont vouloir me prendre moi plutôt que quelqu'un d'autre. Ouais. Et ça, alors je suis d'accord avec toi, peut-être qu'au début c'est bien de pouvoir diversifier, de voir plein de choses, etc. Mais je pense qu'à terme, il faut quand même un petit peu resserrer. Au moins dans un domaine où on est le plus passionné, parce qu'on aura plus envie d'y aller et du coup de travailler plus que les autres. Parce que je pense que c'est ça en fait, c'est le travail supplémentaire qui va faire que tu vas pouvoir te différencier à un moment donné, tu vas devoir être performant, que ce soit ou sur la vidéo ou sur la photo, mais d'être vraiment pertinent dans un domaine. Parce que du coup, c'est pour ça qu'on viendra te chercher et que du coup, tu vas commencer à pouvoir monter un peu tes prix aussi. Parce que là, pourquoi, par exemple, toi, maintenant, tu as des tarifs qui sont supérieurs à ce que tu proposais avant. Parce que tu as ta renommée, tu as ta notoriété, etc. et que tu es devenu meilleur dans ton domaine. Donc, du coup, on va venir te chercher à toi. Pourquoi tu as fait, tu vois, par exemple, l'émission sur M6 de la photo parfaite, bah, parce que c'est toi. Mais ça, pour arriver jusque-là, tu t'es spécialisé dans la photo animalière, même si tu sais faire le reste, mais petit à petit, tu es allé vers là. Et c'est ça qui a fait que du coup, tu as été pris à la photo parfaite pour le domaine de la photo animalière. Je suis tout à fait d'accord. Si tu avais été à 50-50, enfin, si tu avais fait tous les domaines de manière équilibrée, on ne serait jamais venu te voir. Même si tu avais été super photographe, je suis tout à fait d'accord. On ne serait peut-être pas venu te voir pour la photo parfaite, pour la photo animalière, tu vois. Non, mais donc, ça, je me dis qu'à un moment donné, pour n'importe quel business, photo vidéo ou n'importe quel autre business, dans la conception de son business, il faut toujours se faire du coup une étude de marché pour voir ce qui existe
et du coup trouver un élément différenciant par rapport à ce qui existe sur le marché. Et exceller dans ce... Et dans exceller, ce c'est ça. Parce que du coup, en fait, en fonction des différents domaines de prédilection de chacun, tu vas avoir du coup de la concurrence un peu réduite en fonction du domaine. Parce que si tu prends juste la concurrence par rapport à tous les photographes, tu vas avoir 1 milliard de photographes en concurrent. Donc du coup, c'est pas très intéressant. Par contre, imaginons, on prend ton cas photo animalière, bah là du coup, les taux se resserrent, tu vois. Donc du coup, tu as beaucoup moins de concurrence. Et du coup, qu'est-ce que font les autres et comment je peux moi me différencier par rapport à ce que les autres font. Et du coup, c'est ça qui va faire que tu vas trouver un petit peu ta patte, même si c'est un petit peu de base notre œil et notre façon de faire la photo. Mais au-delà de ça, tu peux trouver un élément différenciant, te dire, ok, j'ai vu que les autres font comme ça. Ben, finalement, moi, je vais essayer de me spécialiser dans ça pour pouvoir être différenciant et donc pour pouvoir être personnel, tu vois. On peut prendre l'exemple d'Evan, que tu ne connais pas, mais enfin, si tu connais un petit peu maintenant, qui lui est très bon en photo de manière générale, mais il s'est spécialisé dans le culinaire. Dans le culinaire et surtout dans sa région, dans Cassis et tout. Ouais. Donc, et dans sa après, il a fait un choix très précis d'être à un lieu où, en gros, c'est le meilleur. Si tu veux un photographe culinaire immobilier à Cassis, c'est lui, c'est personne d'autre. Ou le mariage, c'est lui, c'est personne d'autre, tu vois. Et il a pas forcément besoin d'aller plus large dans son réseau, enfin du moins des lieux, tu vois. Il a pas besoin d'aller jusqu'à Marseille, alors que c'est même à côté. Parce que en fait, ça lui suffit à titre personnel seul, tu vois, en gestion, de faire que ça, tu vois. En fait, il a quand même des clients maintenant petit à petit sur Marseille, mais disons que Cassis peut suffire parce que... parce qu'aussi, son élément différenciant, c'est aussi sa localisation. Il s'est dit que du coup, au lieu de vouloir aller partout, il va essayer de créer son réseau du coup dans un format du coup local. Et du coup, au début, quand il faisait les photos, il faisait pas photos de gastronomie et d'hôtellerie. Ouais. Non, c'était paysage. Paysage, mais beaucoup Cassis quand même. Oui. Donc du coup, il a quand même fait en sorte... Il a fait en sorte dans son schéma de progression d'aller là où il voulait aller. Ouais, d'exceller et donc du coup, il s'est fait connaître du coup dans son écosystème local et c'est ça qui a fait que petit à petit, il a réussi à avoir 1 restaurant, 2 restaurants, le plus bel hôtel, etc. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et du coup, ça en est suivi de son agence de com qui au final, il performe tout ce qui est culinaire, même le reste. Et il fait plus de choses parce que tout seul, il peut pas. Et donc maintenant, il prend tout ce qui est possible sur Cassis grâce à son agence. Et donc, ça lui a permis d'exceller dans un ou deux domaines. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et c'est pour ça que je conseille aux gens au départ de toucher à plein de choses. Déjà, pour savoir ce qui te plaît. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la formation aussi, c'est ce que je propose. Et c'est pour ça que je voulais la faire comme ça. Et comme j'ai eu la chance de toucher à plein de domaines, je voulais former les gens dans tous ces domaines, à la photo et à la vidéo, pour que les gens, en fait, rapidement, en quelques heures de module, arrivent à savoir, ok, est-ce que la photo de mariage, ça me plaît ? J'ai envie de me lancer là-dedans, ou vidéo de mariage, je regarde. Ouah, pas ouf. Ok, en fait, en quelques heures, tu viens de comprendre que ça t'intéresse pas. D'accord ? C'est pas que le module n'est pas intéressant, c'est que le concept de la photo ou vidéo de mariage ne t'intéresse pas. Maintenant, bon, j'aimerais bien découvrir le sport extrême. Je regarde, ça c'est cool en fait, je connaissais pas. Trop bien. Ok, je vais essayer maintenant de démarcher des gens pour me lancer et faire un projet là-dedans. Donc c'est aussi ça le but de la formation, c'est de trouver un peu ce qui te plaît pour pouvoir d'abord te lancer et après, comme tu dis, exceller dans un domaine pour être reconnu dans un domaine, vendre plus cher dans un domaine, parce que si tu es bon un petit peu dans tout, tu vends pas très cher tes prestations ou tu n'es pas très connu, tu vas pas ressortir puisque tu es un petit peu de partout. Et si tu es un peu de partout dans genre 40% et 60% beaucoup dans un domaine, là tu peux exceller dans ce domaine-là, vendre plus cher tes prestations, être reconnu et comme tu dis, bon voilà. C'est ça. Et tu dis même ce qui te plaît le plus ou même ce qui rémunère le plus, parce que quand tu veux te lancer, des fois c'est pas forcément ce qui te plaît le plus. Tu vas chercher des projets. Le mariage, mais c'est ce qui va peut-être rémunérer le plus facilement, on va dire ça comme ça. Au moins, tu peux choisir. Tu as la capacité de choisir ce qui te plaît ou ce qui rémunère le plus. Et sachant qu'en plus, il faut prendre en considération une chose dans la photographie et dans la vidéo, c'est que tout est subjectif, dans le sens où c'est un peu de l'art, et le photographe en tant que tel, pas tout le monde va aimer ce qu'il fait, et tu vois, donc c'est là où il faut vraiment exceller dans un domaine, parce que du coup, si tu pars du principe où tu fais un petit peu de tout, tu seras jamais vraiment bon et du coup, personne va vraiment aimer ton travail en tant que tel. Donc du coup, au plus tu vas faire des formations, du coup, notamment sur la retouche, parce que moi je pense qu'on a beau dire ce qu'on veut, même si à la base ta vidéo elle peut être pétée. Moi j'avais fait des photos à la base avec des téléphones qui n'étaient pas incroyables, même un peu flous. Tu prends, tu la retouches, tu arrives à faire des miracles avec. Donc je trouve que quand même du coup la partie retouche, je pense que c'est quelque chose où les gens il faudrait qu'ils fassent beaucoup plus de formation, parce que c'est là où tu vas pouvoir et donner un mood, et donner une intention, une émotion et une particularité à ta photo. Et je pense que si on bosse beaucoup ça, même si au début on n'est pas très bon sur la prise en main de l'appareil ou sur la photo en tant que telle, tu peux quand même sortir quelque chose de bon, tu vois. Et après, à force, tu vas pouvoir t'améliorer, que ce soit et avec le matériel ou avec
le practice, du coup, comme tu dis, de faire 500 projets par an, c'est bon, à la fin du 500e projet, tu seras meilleur qu'à ton premier projet. Quand je vois mes vidéos et mes photos, même d'il y a un an, je vois la progression à un an. Je vois la progression à un an, tu vois, j'ai changé d'appareil photo. Rigole, mais j'ai changé d'iPhone et j'ai changé du coup d'appareil photo. J'ai Sony A7 maintenant. Et c'est vrai que le matos, ça change quand même beaucoup de choses, tu vois. Maintenant, j'ai fait la formation du coup sur la retouche. Je retouche quand même un peu mieux maintenant mes photos, etc. Et je vois vraiment la diff quand tu vois. Même juste il y a un an, les vidéos, parce que je faisais pas de vidéos. Moi, avant, j'ai commencé du coup il y a 2 ans avec Instagram qui a lancé les réels sur Insta. Et ça fait 2 ans à peu près, non 2-3 ans. Récent, toi. C'est ultra récent. Et du coup, quand je vois du coup en 2-3 ans, et donc là, juste en un an, l'évolution que j'ai sur la vidéo, juste, je me dis, putain, ok, c'est juste la pratique en fait, il faut faire. Moi, je dis tout le temps que la retouche, que ce soit en post-prod, en vidéo ou retouche en photo, c'est 50% du travail. Parce que pour moi, tu disais l'atmosphère, mais rien que la singularité déjà en fonction de la retouche, tu peux reconnaître un photographe, moi je dis. Tu peux. Après, en photo, il y a aussi beaucoup de personnes qui font de la photo qui n'est pas retouchée. Alors, dans la photo animalière, c'est un parti pris, mais il y a beaucoup de gens qui postent des photos qui sont pratiquement brutes. Et en fait, il y a des gens qui vont aussi apprécier le côté ultra naturel des couleurs. Tu vois, où il n'y a rien qui est contrasté, saturé. Et en fait, tu dis, ok, c'est le moment. Il m'a vraiment partagé le moment. Il faut avoir du temps. Qu'il a vécu, tu vois. Ouais, mais bon, pour autant, tu vas reconnaître... par exemple, pour parler de moi, en 2 secondes, les gens peuvent reconnaître mes photos par rapport à la colorimétrie que j'ai de manière générale. Ouais, que Jérémy adore. Jérémy adore ta colo. D'ailleurs, tu vends tes presets d'ailleurs, non? Ouais. Non, mais j'ai eu beaucoup de clients qui m'ont contacté parce qu'ils aimaient ma colo. Oui, non mais bien sûr. Mais c'est sûr, ça se reconnaît. Parce qu'ils aiment ton travail. Ton travail, donc mais parce que des fois, au coin de l'œil, tu vois la photo à qui elle appartient. Ouais. Et non, c'est vrai. Moi, je sais, je reconnais tes photos, même si par exemple, tu prendrais une photo d'un arbre, je peux reconnaître à quelque chose près que c'est toi qui l'as prise parce que je connais ta colo, je connais ta façon de travailler. Et après, dans la vidéo aussi. Choqué, c'est controversé par rapport au changement de couleur. Mais en même temps, tu peux aussi ne pas changer la couleur et juste mettre du contraste, de la luminosité, clairement, je fais ça. Moi, je fais clarté, rarement mais changement de couleur. C'est pas un changement de couleur dont je te parle, c'est vraiment le fait de changer un petit peu, donner un peu plus de saturation et tout. Des photographes animaliers, par exemple, ne retouchent rien du tout. Tu vois, moi, je vais moins apprécier parce que je vais la trouver peut-être un peu fade, la photo. Mais après, tant le moment est dingue. Tu vois Pour faire ça, il faut du temps. Dans le sens où, du coup, pour avoir un peu la photo parfaite, il faut que tu sois à la bonne luminosité, au bon endroit. Il faut pas qu'il y ait trop de cils. Non, mais pour que ça rende quelque chose. Tu vois très bien, il y a certaines photos que tu arrives à retoucher après. Quand tu étais, c'était un peu trop exposé. Bon, t'arrives à la reprendre, t'arrives à trouver un. D'accord, mais oui, pas bon, t'es pas bon. Non, mais je veux dire, quand à l'instant, quand t'as pas le temps dans la journée et que tu veux faire un spot, par exemple, incroyable, tu prends la photo avec les conditions que t'as. Tu vois, je veux dire, t'as pas trop le choix. Si tu vas avoir le choix de faire un truc où t'as un peu l'idée de ce que tu veux faire et du coup, il faut avoir le temps de se dire, ok, donc ce jour-là, je peux y aller parce qu'il va faire plus ou moins beau. Je vais aller plus ou moins à telle ou telle heure parce que je sais que je vais avoir. C'est là la différence entre une photo classique et la photo parfaite, quand en gros. On est d'accord. Tu vois, du coup, c'est une photo qui est recherchée, c'est pas un travail. Enfin, tu pourras pas gagner de la thune, je pense, en essayant à chaque fois d'avoir cette photo parfaite à chaque fois. Parce que sinon, il faut avoir beaucoup de temps. Ouais, ben en fait, par exemple, au bon endroit, au bon moment, à chaque fois, quoi. Ça dépend parce que au contraire, temps, argent gagné. Le problème, c'est que ça dépend pour qui tu vas faire ces photos. Ça dépend dans quel domaine aussi, ça dépend pas mal. Si tu as un contrat pour ça, c'est une chose. Si tu veux te faire reconnaître comme ça et commencer à avoir des contrats parce que c'est mais si tu toucher ta photo, si tu veux faire de la photo par exemple pour les vendre, pour d'exposition et tout, tu peux pas te permettre de faire une photo un peu tiens, je suis allé en scooter, je me suis posé à la mer, j'ai cliqué. C'est pas celle-là que tu vas vendre. Enfin, tu pourrais. Pour une expo. Mais voilà, après c'est aller chercher la photo qui déboîte, c'est du temps quoi. Moi je sais qu'au fond de moi, si je me dis combien j'ai de photos un peu extraordinaires à mes yeux, je vais pas en avoir beaucoup en fait, tu vois. Moi j'ai un projet, j'aimerais faire un livre photo un jour. Je me dis, en fait, quand je vais faire le choix de mes photos, j'en ai peut-être 100 000 des photos dans mon disque dur, mais c'est dur à un moment de faire un choix, de dire, attends, celle-là, elle déboîte vraiment. Ou celle-là, elle me plaît, mais est-ce qu'elle a le mérite d'être dans un livre? Qu'est-ce qui ferait justement que tu choisis, du coup, pourquoi tu penses que, par exemple, il y aurait 5 photos qui sont extraordinaires? Le moment. Par exemple, moi, je te parle si je te parle de photos animalières, par exemple, le moment, si je prends la maman léopard avec le bébé dans la gueule, c'est un moment extraordinaire parce que même un mec qui a fait 20 ans de photos animalières, il a peut-être jamais vu ça.
Tu vois, et puis la photo, elle est bien prise au bon moment, etc., bien exposée et tout. Donc, je vais me dire, ça, c'est une très belle photo. J'ai une photo avec à Amboseli avec les girafes. J'ai une symétrie de 2 girafes qui tournent la tête comme ça et une au milieu. C'est le moment. Genre, cette photo, personne ne pourra avoir cette photo. C'est impossible, je veux dire, de re-avoir cette photo. Donc, ce moment, il est unique, il est dingue. La composition, tu vois, c'est... Et donc là, je veux dire, c'est une photo extraordinaire. Maintenant, un lion qui marche, un super beau lion qui marche avec une photo à ras du sol et tout, qui est très très belle. Mais je vais sur Insta, j'en trouve des millions des photos comme ça. Donc en gros, on est d'accord pour dire que c'est la rareté de la photo qui fait la beauté alors. Pour moi, par exemple, dans mon domaine de l'animalier, oui. Tu vois, tu as une photo d'un photographe très connu animalier, Vincent Munier. Genre la photo, elle n'a rien d'exceptionnel. Elle a rien, en gros, c'est un caillou. Il prenait un petit oiseau sur le caillou et il s'est rendu compte après, en fait, que derrière le caillou, il y avait un léopard des neiges caché. Et ben en fait, la photo, elle est extraordinaire par rapport à ça, mais elle est moche. Enfin, c'est fou d'ailleurs. Elle est normale. Mais il n'y a rien, c'est un caillou avec un oiseau posé, tu vois, genre tout le monde a fait ça. Mais en fait, c'est ce qui raconte derrière, c'est le truc, tu dis putain, waouh, c'est dingue. Alors, je vais peut-être pas imprimer cette photo pour la mettre chez moi, mais elle va avoir une histoire, on va en parler, elle va aller dans les magazines, il va raconter cette histoire, donc il va la vendre, machin. Tu vois, il y a tout ça. C'est dur en fait de savoir qu'est-ce qui est extraordinaire ou pas. Après, ça peut être dans le paysage, c'est un moment, tu vois, un éclair qui tombe à un endroit. Bah, c'est à cette photo, il n'y a personne qui va attendre toute sa vie que l'éclair retombe là, tu vois, genre personne n'aura cette photo. Voilà, en fait, c'est un moment. Comme avec des gens, mais ça peut être dans un mariage, c'est un moment, hop, c'est un moment. Et ben, si tu l'as pas capturé ce moment-là, ça peut faire une photo extraordinaire de mariage, mais personne n'aura la même, les personnages c'est jamais les mêmes, la scène se refera jamais. Donc c'est la rareté du moment. Mais du coup, si on part un peu dans ce truc-là, comment, parce que peut-être qu'il y a plein de photographes qui nous écoutent qui ont peut-être chopé des moments justement rares et extraordinaires comme ça, comment tu peux commercialiser ce genre de photos du coup? Bah, tu vois, comment pouvoir gagner de l'argent? Parce que du coup, si tu dis que c'est des photos extraordinaires, si on a chopé un moment extraordinaire, c'est un instant, une rareté, genre personne ne l'a fait, sauf cette personne-là. En fait, il y a comment on fait pour se faire connaître? Il y a 2 trucs, c'est-à-dire que moi mes girafes, je trouve que c'est extraordinaire, c'est super beau, mais c'est pas extraordinaire au point que tout le monde va en parler parce que personne ne l'a jamais vu avant. Tu vois, si d'un coup je vois un léopard qui fait un arbre droit sur un lion. Ben non, mais j'ai envie de te dire, c'est impossible pratiquement. Mais là, si je la partage sur Instagram, cette photo, je suis sûr que demain, Nadjo, il m'appelle. Tu vois, c'est sûr et certain. Non, mais si toi, tu la partages, si un compte a 100 followers et partage la même photo que toi, il n'aura pas le même impact. Ouais, mais et autant, on ne verra même pas passer. Peut-être, mais je suis sûr que s'il va l'envoyer à des gros comptes Insta, de machin, il va démarcher un petit peu. Il faut démarcher. Non, mais oui, il faut aller chercher il faut aller chercher au moins un petit peu que quelqu'un. Mais bon. Ça veut dire que ceux qui nous écoutent, je pense pas qu'ils ont un léopard en arbre droit sur un lion. Tu vois. Non, mais il y a certainement des gens qui nous écoutent qui ont fait la photo depuis très longtemps, qui ont peut-être des clichés incroyables et qui sont peut-être encore un peu timides ou qui n'ont pas réussi peut-être à percer ou quoi que ce soit. Donc, regarde, quels sont les conseils que tu pourrais donner? Je te donne un exemple. En disant j'ai une photo incroyable qui peut être commercialisée soit en vente directe, photo exposition, soit de me faire reconnaître en tant que tel. Et du coup, comment est-ce que je fais? Moi, je pense que ces photos extraordinaires, tu peux pas vraiment les vendre. Je pense que ça te fait ton personal branding, ton portfolio, ta galerie, et ça fait donc ta notoriété pour ce que tu es capable de faire par la suite. Regarde ce que cette girafe là, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va la vendre oui, bah attends un peu. Oui, je vais la vendre, les gens vont l'imprimer pour chez eux, vont faire un truc comme ça. Même tu contactes Ikea, ils vendent des cadres photos et tu vends ta photo en cadre photo. Parce qu'il te faut quand même ta notoriété. Bah ou pas, tu connais le mec qui a fait des photos de New York, là, celui que tout le monde a chez lui. Mais je pense que ça fait surtout ton personal branding. Ils achètent les droits. Moi aussi je l'avais, mais tu sais qui c'est le photographe? Non, parce que là, ils achètent les droits et ils achètent pas ton nom. Oui, mais justement, c'est pour ça. Mais après, je te prends l'exemple, Mathieu, ton ami Mathieu Lecar. Il nous a parlé l'autre jour, on va pas dire exactement, de l'instant qu'il a photographié ou filmé. Il disait, personne n'a filmé ce moment-là avec cet animal. Ben, à lui, tu as vu, il a dit, je vais commencer à démarcher des gens pour le montrer, etc. Parce que c'est un moment unique où personne dit, non, mais ces animaux qui ont fait ça, c'est pas vu avant. Tu vois, donc voilà, il va démarcher un petit peu et il va voir quoi en faire. Et peut-être que d'un coup, ça sera une vidéo ou une photo, je sais plus ce qu'il avait fait, qui sera partagée de partout parce que tout le monde va dire, mais waouh, quoi, ces animaux font ça, mais on pensait pas que c'était possible, machin. Mais il va en faire une notoriété peut-être. Attention, après, si tu veux faire une parallèle de démarchage, le meilleur démarchage de nos jours, je pense, c'est de se faire une liste de toutes les enseignes ou les personnes que tu as envie d'atteindre et de les choper sur LinkedIn. Ouais.
Non, mais c'est pour ça, c'est Ou intéressant Insta, quand même de faire si le t'as parallèle. réussi Parce Insta, que, mais t'as le CM, t'as le community manager. Non, mais des fois, tu peux avoir la personne. Mais c'est LinkedIn, pour moi, c'est LinkedIn. Ouais. C'est le puis réseau ça dépend- professionnel pour démarcher. Ça dépend ce que tu veux faire aussi comme type de photo. Ça dépend aussi. Si tu veux faire du mariage, quel- tu vas voir tous les gens qui veulent, qui préparent un mariage et tu les Bien sûr. contactes aussi pour pouvoir Oui, leur non, proposer tes ça, c'est services. sûr. Tu vois. Quelles sont pour vous les étapes essentielles, sans pour autant rentrer dans un débat de 3 heures, mais pour vivre de la photo? Comment tu commences, on va dire en 3 étapes, comment tu peux vivre de la photo? Bah, déjà, Qu'est-ce que tu fais au début? déjà être passionné, pour moi, c'est une base dans un métier artistique. Donc, déjà, être passionné. Oui. Et après, comme on disait déjà, toucher à plein de domaines pour savoir un peu où aller et avoir des projets et gagner sa vie, tu vois. Mais détaille cette partie-là alors. Comment tu commences concrètement? Est-ce que tu commences avec des projets gratuits ou des projets pas chers ou direct tu commences à envoyer des tarifs Moi, déjà, tu vois, genre, au début, en fait, moi, ce qui était compliqué, c'est que je faisais en parallèle une école de commerce. Et donc, en fait, la vidéo, c'était un peu mon... Est-ce que c'était mon plan A ou mon plan B? J'en sais rien. Mais moi, je conseille aux gens quand même d'avoir quelque chose... Enfin, gagner sa vie dans le monde, dans le monde artistique, c'est pas forcément donner à tout le monde. Ça veut pas dire que c'est impossible, ça veut pas dire que c'est compliqué, mais c'est pas forcément donner à tout le monde. Donc, c'est différent de dire que c'est pas facile, enfin, impossible. C'est pas un métier bouché pour moi, mais je pense qu'on va en reparler. Mais donc... Si tu fais des études et qui t'amènent vers un métier plus ou moins, on va dire, classique, dans une routine, enfin, dans un circuit classique, ça te permet d'assurer tes arrières et de dire d'avoir un métier et d'avoir un certain revenu pour pouvoir vivre. Donc moi, c'était un peu le but avec mon école de commerce, de me dire, bah, quand je sors de mon école de commerce, de mes études, peu importe ce que tu fais, je sais qu'au cas où j'aurai un métier où je gagnerai plus ou moins ça dans ma vie. Et en parallèle, je faisais de la photo et de la vidéo que je développais jusqu'au moment où, pendant mes études, en fait, je gagnais assez ma vie en photo et en vidéo pour me dire, ok, je vais quand même valider mes études parce que mes études, elles coûtaient quand même assez cher et par principe, même par ego personnel, je me dis, c'est quand même cool de me dire, je suis diplômé, tu vois. Et après, de dire, bah ok, mon diplôme, je l'ai. En soi, il me sert à rien par rapport au métier que je voulais faire à la base, mais maintenant, je vis de ma passion. Donc en gros, j'ai fait 2 choses en même temps. J'avais un parcours qui me permettait d'avoir un métier au cas où de sûr dans ma vie, et en parallèle, je développais ma passion pour savoir si j'étais au fond capable de pouvoir vivre de ça. Ça veut pas dire que c'était dur ou enfin, tu vois, juste est-ce que moi je suis mentalement, est-ce que, tu vois, parce que là, il y a un côté entrepreneur. Quand tu te lances tout seul, parce qu'on n'est pas tous faits pour être entrepreneur. voilà, Ça, si c'est tu sûr. n'as pas la capacité de te lancer seul et tout, ce qui est possible, et s'il n'y a rien de négatif là-dedans, mais au moins tu le sais, et donc tu vas peut-être plutôt travailler pour quelqu'un, tu vas peut-être travailler, enfin, faire autre chose, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, moi, c'est ça que je voulais savoir, c'est est-ce que je suis capable de me lancer tout seul, de prendre mes risques tout seul? Et je voyais que oui. En fait, moi, j'ai jamais travaillé pour quelqu'un parce que j'étais capable de le faire, mais parce que j'y suis allé sans trop de risques. Tu vois, en parallèle, j'avais l'école. Ok. Bon, soyons plus pragmatiques. Quels sont les conseils ou par exemple quelqu'un qui a les compétences parce qu'il s'est formé, Voilà, j'en maintenant, sais il rien, sait. qu'est-ce qu'il doit faire pour toi? Est-ce qu'il doit direct envoyer des devis à des gens? Est-ce que tu penses qu'il faut qu'il commence à travailler gratuitement? Est-ce que tu penses qu'il doit faire des devis pas chers? Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? Moi, je pense que les premiers trucs, c'est donc, en fait, quand tu fais de la photo ou de la vidéo, tu as portfolio, media kit, showreel. En gros, c'est un peu 3 trucs. Qu'est-ce qu'un C'est showreel pour un les gens peu qui tes connaissent CV. pas? Donc, portfolio, ça va être, tu vas mettre dedans un peu tous tes projets photos et tout. Media kit, c'est aussi tes projets photos. Tu vas expliquer qui tu es, peut-être ton influence si tu en as, tes réseaux sociaux, machin et tout. Et showreel, c'est une vidéo résumée un peu de toutes tes vidéos. En gros, en 2-3 minutes, tu montres ça, c'est ton CV, tu dis, ouais, ce que je suis capable de faire. Mais pour faire ces documents-là, pour les remplir, il te faut du contenu. Donc, pour faire ce contenu-là, soit tu fais des projets personnels, et ça, je conseille à tout le monde de le faire. Donc, je sais pas, moi c'est mes projets perso, c'était le vélo au départ. Donc, je filmais mes potes en vélo, je photographiais mes potes en vélo. Ça me permettait d'avoir un show. Moi, j'ai fait un showreel, par exemple, BMX. Je me rappelle, en 2013, j'ai fait un showreel BMX, que des images de BMX. Mais si je voulais envoyer cette vidéo-là à des marques de BMX, je savais que grâce à ça, franchement, j'allais les accrocher, tu vois. Mais pour ça, il a fallu que je fasse plein de projets. Et dedans, j'ai envie de dire, j'ai été rémunéré pour très peu de ces projets. Donc, c'était plein de projets perso pour des potes. Donc gratuit ou Donc, pas cher? Gratuit là, dans le sens où c'était pour moi, c'était mes potes, c'était pas une entreprise en face, c'était un ami, un particulier. Moi, je suis un particulier, en gros, je te fais une vidéo, on partage, on est content et ça me fait du contenu. Okay. Après, donc ça me fait une partie de contenu que je peux mettre dans mon portfolio, Media Kit, showreel. Et après, tu as les projets pour des entreprises où tu dis, bah voilà, là c'est du BMX, c'est du sport perso. Maintenant, j'ai envie de faire du mariage, par exemple, ou j'ai envie de faire de la mode. Prenons de la mode.
Bon, bah, la mode, tu peux aussi te faire des projets perso, te faire un faux clip de mode avec une copine, un mec que tu habilles bien, machin, tu crées un scénario et tu te crées ton propre contenu, comme si tu avais fait une pub de mode pour une marque, tu vois, et dire voilà, regardez, j'ai fait ça. Dans ton showreel, ils sont pas censés savoir pour qui tu as travaillé. Sauf qu'après, dans ton Media Kit et tout, tu as besoin aussi de mettre un peu des clients. Tu vas te dire, voilà, j'ai travaillé pour tel client. Si tu dis, j'ai fait que des projets perso, le mec, il va dire, ouais, mais attends, est-ce que tu es capable de gérer un client? Tu vois, c'est la gestion d'un client et d'un particulier, c'est pas la même chose. Donc, maintenant, tu vas aller démarcher une entreprise, par exemple, une marque de mode, une petite marque de mode. Elle va pas chez Lagerfeld d'entrée ou j'en sais rien, tu vois, ils s'en foutent. Une boutique du coin. Voilà, une petite boutique du coin qui a besoin de se faire connaître, machin et tout. Tu dis, voilà, moi aujourd'hui, alors c'est sûr que quand on dit projet gratuit, on pense à casser le marché. Mais on est dans un domaine, nous, où on est obligé au départ de, en soi, faire quelques petits projets gratuits, mais il va falloir vite passer à du payant. Mais il y a une première étape. Donc, tu peux faire quelques petits projets, mais pas 12 dans la mode. Tu vas en faire 1, 2 max, où tu vas aller voir un client et tu vas lui dire, voilà, moi aujourd'hui, j'ai besoin de créer du contenu pour moi, pour me faire connaître. Est-ce que ça vous intéresse? Bah, lui, coup de bol, tu vois, il va se dire, bah, je suis bien tombé, toi, t'es bien tombé parce qu'il va dire oui, et tu fais sa vidéo. De là, tu peux utiliser son logo en disant j'ai travaillé pour un tel dans ton Media Kit, tu vas utiliser ses images dans tes trucs, dans tes dossiers. Et après, tu vas dire bon voilà, maintenant je voulais faire un projet, je sais pas, pour un festival, par exemple de musique. Bah, tu vas démarcher le festival et tu vas dire bah, moi aussi je veux faire une vidéo pour vous. Ok, tu dis j'ai travaillé pour ce festival, j'ai fait ça. Ok, donc tu ajoutes des clients, tu ajoutes des projets, donc tu as un Media Kit et un showreel qui commence à ressembler à quelque chose. Et après, par contre, le deuxième festival ou le troisième festival, là, tu as ton dossier, tu vas pas le faire gratuit, là. Parce que là, si tu commences encore à le faire gratuit, tu casses le marché et t'empêches ceux qui sont déjà en place de pouvoir bosser. Parce que aujourd'hui, en plus, grâce au matériel qu'on a, on arrive quand même facilement à faire des belles images. Et donc, en fait, tu peux facilement vendre des projets qui ressemblent à quelque chose. Enfin, pas vendre, mais être capable de donner des images qui ressemblent à quelque chose gratuitement. Et donc là, tu casses le marché. Tu vois, avant, c'était plus compliqué de casser le marché parce qu'il n'y avait pas grand monde qui le faisait. Le matériel, c'était de la merde. Donc, quand tu arrivais à faire de belles images, c'est que tu étais bon. Aujourd'hui, on arrive quand même tous à faire de belles images. Après, l'émotion, le machin, c'est plus compliqué. Mais faire 2-3 belles photos et 2-3 belles vidéos avec voilà, un iPhone, machin et tout, on peut arriver à faire des trucs qui ressemblent à quelque chose. Donc, il faut un moment, quand tu vas voir des clients, tu leur dis non, moi, c'est tant. Alors, tu montes tes prix petit à petit. Tu vois, moi, je me rappelle. J'avais des premières vidéos de soirée même, donc pour mon pote Ben, j'ai vendu 250 €. Et il y avait des mecs même qui me disaient, bah pour 100 balles, tu me fais une vidéo de soirée et tout. Bah non, là je disais non. Tu vois, 100 balles, non, ça y est, j'ai fait des vidéos de soirée, j'ai de quoi te montrer, regarde mon travail. Je suis désolé, moi pour toi c'est 300 balles minimum. Ah bah non, je peux pas. Bah tu peux pas, je le fais pas. Tu vois, enfin, après t'as le truc aussi où si t'es vraiment dans la merde, t'es peut-être obligé d'accepter. Ça c'est compliqué. Mais il y a aussi le truc où tu peux pas trop te sous-vendre parce qu'après, les gens le savent aussi. Tu vois, si tout le monde, après, ça parle, ah ouais, lui, il me l'a fait gratuit. Ah, quoi, tu lui as fait gratuit à lui? Et moi, tu me fais pas gratuit? Tu vois? C'est... Le prix, ça peut être un autre truc. Hein. C'est un autre sujet, je pense, de comment se positionner sur le marché. Mais c'est complexe. C'est très complexe de comment vendre ces toi, prestations. Tout ce que je te dis, c'est très compliqué. Donc, au début, tu fais du gratuit. Enfin, pas longtemps. Tu crées ton portfolio. Tu crées ton portfolio. Avec des projets perso. Voilà. Et très peu de projets professionnels pour ajouter une petite liste de clients. En gratuit, tu veux dire très peu. Voilà, et toucher des domaines, par exemple, que tu n'aurais pas pu faire en perso. Tu vois, je sais pas s'il fallait... Ou ce que tu veux viser, comme domaine. Ouais, ou ce que tu veux viser, par exemple. Faire du mariage, vaut mieux faire 1 ou 2 mariages en gratuit pour après être sûr d'avoir du mariage, plutôt que de faire 4 projets gratuits en mode, etc., alors que tu veux faire du mariage. Parce qu'un mariage, tu peux pas, toi, organiser un mariage pour faire des fausses images de mariage. Un clip de mode, tu peux faire un faux clip de mode. Tu peux, parce qu'il y a des wedding planners, des fois, qui font des... comment on appelle ça, des journées où en gros, tu sais, ils font venir du coup wedding planner, maquilleuse, les gâteaux, machin, deux mannequins, etc. Et du coup, c'est justement pour ce genre de truc, pour créer ton portfolio. J'avais fait moi en tant que... Ah bon? En tant que... Ouais. Ah bah tu vois, non, pas en tant que vidéaste, en tant que... En tant que marié? Ouais. Non, c'est vrai? Arrête. Je te jure. Et donc du coup, en fait, tout le monde vient entre guillemets gratuitement et en gros, ça crée du contenu pour tout le monde. Du coup, c'est possible. Donc ça, par exemple, je pense que les photographes vidéastes, ils peuvent peut-être se rapprocher des wedding planners parce que souvent, elles font ce genre de trucs pour pouvoir en fait proposer du coup après leurs clients, une panoplie aussi de collaborateurs, de gens avec qui, parce que souvent, quand tu rentres un peu dans ces trucs-là, après, tu rentres en contact avec des gens qui font traiteurs, etc., les salles, etc. Donc en fait, c'est là où tu crées ton réseau aussi. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, au-delà de faire juste
gratuit, Ouais. tu commences à créer un réseau aussi, parce que du coup, tous les intervenants qui sont là cette journée-là, en fait, c'est des potentiels prospecteurs pour toi. Parce que du coup, un vidéaste qui est qui a 3 mariages en cours, si les mariés ils cherchent un photographe, potentiellement, si tu entends bien lui, il pourra t'appeler. Bien sûr. Tu vois, donc potentiellement, tu peux créer ton réseau comme ça aussi. Là, ce qui est cool, c'est le réseautage et donc les collaborations. Exactement. Là, ce qui est cool, c'est que ça permet d'éviter de casser le mariage, de faire un mariage gratuit. C'est ça, parce que là, pour le coup, il n'y a pas d'invité, il n'y a rien. Il n'y a que juste les 2 mariés et tu fais tout un schmilblick pour que la vidéo soit exclusivement par rapport aux mariés, les photos aussi, etc. Mais tu vois, par exemple, tu veux faire un clip, t'adores les bijoux. Bon, t'as pas de bijoux chez toi, tu vas aller voir une bijouterie et là, oui, tu vas pas acheter 100 bijoux pour faire une vidéo de bijoux, tu vois, j'en sais rien. Tu vas avoir une bijouterie, ils te montrent les montres, les bijoux, les machins, tu fais une vidéo, vidéo ou photo, putain, je parle de vidéo. Oui, et j'ai travaillé pour ce bijoutier, par exemple, tu dis ça. Voilà. Oui. Donc, non, ça pour moi, c'est une des premières étapes, honnêtement. Et après, très important, c'est que, là, on va parler argent, mais l'argent que tu gagnes, il faut l'investir dans ton matériel. Mais ça, c'est très important. Il y a beaucoup trop de gens qui, dès qu'ils gagnent de l'argent, ils s'emballent et ils claquent l'argent pour ce qu'ils veulent. Moi, non, tout l'argent que j'avais, je le claquais soit dans le loyer de mon appart, dans les choses, dans la bouffe parce que j'en ai besoin, soit je le claquais pas pour sortir, pour aller faire la fête ou m'acheter n'importe quoi, je le claquais dans mon matériel. Et en fait, c'est ce qui me permettait d'avoir le matériel dont j'avais besoin. J'ai jamais été en surmatériel de choses que j'utilisais vraiment pas. Aujourd'hui, j'ai plein de choses parce que je l'ai toujours accumulé, tu vois. Mais avant, j'avais vraiment que le truc dont j'avais besoin, tu vois. Et ça, c'est très important. Et même le matos aussi, il faut expliquer aux gens qu'il faut pas sauter d'étape. Tu vois, ça, c'est un autre conseil. Ne pas sauter d'étape. De pas te dire, c'est bon, non, moi, les projets à 200 balles, je les fais pas, je mérite mieux. Mais attends, si tu commences, tu vas faire un projet à 200 balles, et c'est comme ça, tu vois. Et tu vas faire ça, et tu vas faire ça. Ne dis pas de suite, tu vas commencer à travailler pour les plus grands mannequins, les machins et tout. Tu vas commencer à travailler avec ta pote, avec ton machin, et tu vas évoluer. Pareil pour le matos. Moi, au début, le fait de travailler avec ce genre de caméscope, ça me permet de savoir faire un truc qu'aujourd'hui, peu de gens savent faire, c'est-à-dire gérer le manual focus en vidéo. Et tu vois, aujourd'hui, l'autofocus est tellement bon en vidéo que les gens, tu les mets en manual focus, et là, je l'avais mis là, avec une optique cinéma, et pourtant, aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont utiliser une optique cinéma, ça, c'est un 50 cinéma, il n'y a pas d'autofocus, tout est à la main, tu vois. Et moi, j'ai appris à faire de la vidéo de sport extrême sans autofocus. Donc, je suivais des gens avec un zoom, avec un 70-200, où je gérais, moi, l'autofocus à la main, comme ça, sur la molette, en fait, et je connaissais absolument par cœur mon 70-200. Je savais que si je bougeais comme ça, j'avais le focus là. Si je revenais, machin et tout. Et donc, ça, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, si je fais par exemple du cinéma, je peux gérer le focus parce qu'en cinéma, il n'y a pas d'autofocus. Tu vois ? Et donc, tu as plein de gens qui vont être perdus si demain, ils se retrouvent à faire de la vidéo sans autofocus. Mais on va dire, mais comment je fais ? Ouais, ou tout simplement, il ne faut pas sauter les étapes en termes de matos. Quelqu'un qui veut se lancer, par exemple, dans la photo, ça sert à rien d'acheter directement le boîtier à 5000 balles. Ah oui. Tout à fait. Parce que tu ne vas pas le maîtriser. Tout comme quelqu'un qui veut se lancer dans le vélo, j'en sais rien, il achète le vélo à 4000 €. Non, mais c'est que des fois, ça sert à rien. Ouais, parce que les gens vont penser que le matériel va faire le photographe, alors que c'est plutôt le photographe qui va faire clairement la photo. Surtout en photo. Il y a plein de gens qui nous demandent des conseils. Je suis d'accord qu'il y a certains boîtiers qui font de meilleures vidéos quand même que d'autres. Oui, mais en attendant, tu peux toujours te faire la main avec un boîtier à 300 €, que ce soit en photo ou en vidéo. Tu vas te faire la main, tu vas tâtonner ses limites, et une fois que tu as tâtonné ses limites parce que tu t'es fait la main, parce que tu t'es rodé et que tu as créé tes propres compétences, là tu passes le step de passer un boîtier plus cher. Mais les gens vont penser directement, il faut que j'achète le boîtier à 2000, 3000, 4000, 5000, mais fais-toi d'abord la main avec un petit boîtier. Pour le coup, la photo, effectivement, ça dépend, je pense pour moi, un peu moins du boîtier, mais plus de l'objectif que tu vas acheter, alors que la vidéo, si le boîtier en lui-même, il fait pas un bon enregistrement, ça va être compliqué. C'est-à-dire que là, maintenant, à l'état actuel des choses, avec le 4K, etc., si tu prends un boîtier de merde, tu vas avoir une vidéo de merde, quoi, tu vois. Ouais, mais là, c'est la différence. Pour moi, pour la qualité. Là, on parle de résolution d'image, là. C'est-à-dire que, mais ça t'empêche pas de faire une super belle vidéo en 720p. Non, mais pour vendre et commercialiser quelque chose par rapport à la concurrence du marché, en vidéo, il faut faire un minimum. Actuellement, je parle. Oui, je suis d'accord. Donc, même avec un téléphone, des fois, tu fais une meilleure vidéo que avec un boîtier merdique. La télé, c'est de la Full HD.
ce qu'on voit à la télé. Oui, non, mais c'est ça qu'il faut que les gens prennent en compte, c'est que tu regardes des vidéos, enfin des émissions télé filmées en Full HD, diffusées en Full HD, parce que ta télé elle est en Full HD. Oui. Enfin, pour autant, un boîtier qui va faire de la vidéo qui va être très bien, tu peux très bien t'acheter un truc à 700 € et pas forcément basculer à celui à 5000. C'est ça en fait que j'essaie de dire. Ça, je suis d'accord avec toi. Et donc à 700, 800 €, je ne connais plus les références chez Canon en l'occurrence, mais peut-être un R ou un RP ou un R8, j'en sais rien, qui sont pas des budgets non plus rocambolesques. Et ben tu peux très bien faire des très belles vidéos, alors qu'avec un R3 qui coûte peut-être 5 ou 6 000, et ben fais-toi la main avec des petits boîtiers quoi. Mais évidemment, mais et privilégie les objectifs, comme tu disais. Ah ouais, les objectifs pour moi c'est retoucher l'objectif le plus important. Les objectifs, en fait, le boîtier va te permettre de par exemple en photo, ça va te permettre d'avoir certains millions de pixels, d'accord? Mais les millions de pixels, si tu fais pas des 4x3 dans un sens, on s'en fout. Réellement, donc d'avoir 45 millions de pixels, si tu fais pas d'agrandissement ou si tu fais pas des photos, tu as besoin de cropper, on s'en fout. C'est pour que ça finisse sur un site internet ou sur Instagram en carré comme ça. Vraiment, ça sert à rien. Qu'est-ce qui va te permettre en photo? C'est surtout de la rafale, si tu veux vraiment faire de l'animalier, des oiseaux, des trucs comme ça. Mais il y a quand même très peu de gens, dans un sens, qui ont vraiment que besoin de ça. La gestion des ISO. Gestion des ISO, ok. Maintenant, intelligence artificielle, tu réduis ton bruit sur tes images, donc ça, c'est assez dingue. Donc en fait, même avec un boîtier pété, moi, des gens qui veulent faire de la photo, quand ils me disent, est-ce que je peux acheter un hybride? Je dis, mais même achète un réflexe. Si tu fais que de la photo, achète un réflexe. En vidéo, c'est de la merde. N'achète pas un réflexe pour faire de la vidéo parce que tu vas faire juste de la Full HD 30 images secondes, ça ne te servira à rien. Ça dépend lequel, mais... Oui, mais il faut acheter un DX Mark II, quoi. Donc il faut que tu dépasses ces 6 000 €, enfin, pour nous chez Canon, tu vois, en réflexe. Mais après, en hybride, maintenant, oui, si tu veux faire de la vidéo, va acheter un hybride. Mais en photo, tu peux avoir n'importe quel boîtier. Nous, on a fait une formation où j'utilise un boîtier à moins de 300 balles, un 1100D complètement démodé, où je fais de la photo et même de la vidéo en 720p, 30 images secondes avec. Je te montre qu'en fait, c'est juste l'enchaînement de mes plans, mes cadrages, un peu de colorimétrie, une petite musique, et je te fais une vidéo qui tient la route en 720p, que j'en suis sûr que si demain je la donne à un client, il peut la mettre sur son site. Tu vois? Oui, moi je conseille tous nos élèves d'acheter d'occasion, en l'occurrence, et des trucs pas chers, moins de 300 €, moins de 500, tu fais déjà... Mais les objectifs, privilégier les objectifs parce que c'est ce qui va te permettre de donner un rendu. Genre un zoom, c'est un zoom. Un 50 mm avec une profondeur de champ, tu ne l'as pas avec un grand angle par exemple, tu vois. Et puis l'ouverture après, donc l'ouverture, la qualité, la luminosité et compagnie. Et c'est pour ça qu'il faut choisir aussi ses objectifs en fonction du domaine qu'on choisit. Moi aussi. Si tu fais de l'immobilier, il vaut mieux prendre un grand angle, alors que si tu fais de l'animalier, il vaut mieux prendre un zoom énorme. Exactement. Donc il faut quand même réfléchir là où on veut aller pour essayer d'orienter au mieux le matos qu'on achète aussi. Ça sert à rien, comme tu dis, d'acheter tout si c'est pour utiliser que 10% de ce que tu as. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même faire, comme tu dis, un peu avant, toucher un petit peu à tout, avec un truc classique, tu vois, je sais pas, 40 24-70. Voilà, ouais, tu vois. Toi, c'est 18-105. 24-105. Voilà. 24-105. Tu as des trucs un peu polyvalents. Et après, du coup, là, tu vas commencer à voir ce que tu as vraiment besoin. Tu vois, si tu fais du culinaire, bah, tu prends une focale fixe. Du macro, des trucs. Voilà. Mais après, il y a aussi, moi, je vois beaucoup de gens qui aujourd'hui se retrouvent surtout en vidéo, avec des boîtiers, ils mettent des poignées, des écrans, des câbles, des trucs. Et en fait, ils font tout ça pour avoir un boîtier avec plein de trucs, mais ils savent même pas filmer. Pour moi, ils savent pas filmer. Non, ils savent même pas filmer et ils loupent des moments. Parce que le problème d'avoir plein de choses, c'est pas rapide. Moi, j'ai jamais mis un écran sur mon boîtier, j'ai jamais mis une poignée, rien du tout. Et j'ai jamais loupé un moment. Parce qu'en fait, en 2 secondes, j'ai mis mon boîtier, je connais parfaitement mes réglages, tac, tac, je fais ma photo, je filme. Alors que ah putain, l'écran, ah la batterie de l'écran, ah putain, faut allumer l'écran, attends, il est pas paramétré, ah le câble il s'est débranché. Et en fait, t'as loupé le moment. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, c'est peut-être mieux, ton écran il est plus lumineux que celui de ton boîtier, en soi, oui. Si t'es dans une config court-métrage ou quoi, j'ai envie de dire, ouais. Mais si tu es dans une config run and gun, événementiel, etc., moi je vois plein de mecs dans les événementiels avec il a 12 Ronin sur le dos, il a 14 écrans et il a 12 mecs derrière. Je dis vas-y, prends ton boîtier, fais des images et tu verras que ça pose aucun problème. Et vraiment, hein, je critique pas ces gens qui le font. S'il y en a qui le font très bien, c'est bien. Mais si je me mets à côté, on se met tous les deux à côté, je suis sûr que j'ai plein de moments que lui il a pas. À cause de tout son matériel. Parce qu'il a trop de trucs pour faire genre j'ai du matériel. Tu vois? Après, comme tu dis justement...
pour avoir l'instant, il faut être assez rapide. C'est pour ça que des fois, il y en a qui ont plusieurs boîtiers pour les mariages, je pense notamment. Non, ça, c'est autre avec chose. différents objectifs. Ça, c'est pour autre chose. pouvoir changer très rapidement. Oui, mais il n'a pas un l'instant. boîtier avec 12 écrans sur le boîtier. Non, c'est ça que je veux dire. Moi aussi, en Non, mais Safari. il peut avoir du coup beaucoup de matos quand même. Oui. Il peut avoir 2 écrans ou 4 objectifs selon l'instant qu'il veut Ça, oui. prendre. Moi, en etc. Safari, j'ai un boîtier avec le 400 mm et un boîtier avec un 70-200. Ok. Parce que je peux Au être cas où battu si- ouais. et tac, je vais pas changer l'objectif. Donc, pour gagner du temps. Mais le fait d'avoir plein de choses autour de ton boîtier ne te fait pas gagner du temps. Ça te permet peut-être d'être plus confort, plus confort. Mais le fait d'être plus confort, tu perds en réactivité. En fait, c'est exactement ça. Le fait d'être plus confort, tu perds en réactivité. Tu vois, et donc des fois, je n'utilise pas de Steadicam, je fais mes plans juste avec mon boîtier, entre le boîtier stabilisé et l'optique stabilisée, je te jure que tu te casses les dents. Okay. On fait des tests, juste tu bouges un peu comme ça. Si toi, tu arrives à être bien stable sur tes genoux, sur tes bras, un peu gainé, machin et tout, j'ai des plans en festival, 70-200, à 100 images secondes, parce qu'en ralenti, ça te fait encore plus fluide, tu vois. Je suis un DJ à un moment, je suis à 200 mm, je marche, je fais un travelling à 200 mm, tu as l'impression que je suis sur un rail. Alors que le mec leur dit, oh putain, attends, je vais faire ce plan. Je vais mettre le boîtier sur le stead avec le 70-200, faut que je stabilise le machin. Mais le moment, il l'aurait jamais eu. Ouais. Moi, je fais tac, tac. Je l'ai eu, hop, merci, au revoir. Après, ça, c'est la practice aussi, non? Bien sûr, mais oui, mais c'est pour ça que je dis aux gens, pratique, au lieu de pratiquer, de savoir comment tu branches ton écran et tes machins, fais plein de trucs comme ça. Ça t'empêche pas un jour de le faire aussi. Mais en fait, c'est juste certains moments, c'est-à-dire certaines prestations, comme je te dis, court-métrage, où tu as le temps de te poser et tout, prends ce confort d'avoir ton écran, d'avoir tous tes trucs autour, mais dans des moments, pour moi, un festival, un mariage, etc., ça sert à rien. Ça sert à rien. Okay. Vraiment. Est-ce que vous pensez que le marché de la photo et de la vidéo, il est bouché? C'est la merde. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour la deuxième partie de ce podcast.